en soutien au Mali pour lutter contre le djihadisme dans le Sahel. Lancé en 2013 et visant à renforcer la sécurité dans les pays d'Afrique de l'Ouest en proie aux attaques djihadistes, plus de 1100 soldats allemands ont ainsi participé à la MINUSMA. Depuis plusieurs mois, les vols de reconnaissance des troupes allemands ont été interrompus plusieurs fois du fait de la présence russe en mi-août dernier. Face à cette présence russe au Mali, l'Allemagne se dit ne plus avoir les capacités de lutter contre le djihadisme dans le Sahel. Pour le moment, Bamako ne s'est toujours pas prononcé. En tout cas, le moment est venu de dire non à ces puissances qui, depuis des décennies, sont présentes dans le Sahel, principalement au Mali. Nous sommes sur le plateau de l'international de ce 19 novembre 2022 et nous parlions donc de cette situation au Burkina Faso, notamment des manifestations contre la présence française, notamment les forces bien sûr militaires de ce côté-là et surtout la base militaire, mais aussi qui réclament, voilà, tout simplement le départ de l'ambassadeur français du territoire burkinabé, Sike Doumbé. Eh bien, peut-être avant de retrouver Nestor Podacé du côté de Ouagadougou, nous allons donner la parole à nos différents invités sur ce plateau et on démarre avec le docteur Songo. Eh bien, parlant de cette situation du côté de Ouagadougou, comprenez-vous cet acharnement du peuple qui demande pour une énième fois le départ de la France de son territoire? Est-ce que le peuple veut définitivement une rupture diplomatique avec le pays français? Oui, je pense que nous avons tous suivi ces manifestations du côté du Burkina Faso qui semblent, n'est-ce pas, ici s'inscrire comme un boomerang de ce que nous avons jusqu'ici observé, parce que ce n'est pas la spécificité du Burkina Faso. Le Burkina Faso s'inscrit juste dans une sorte de continuité où il y a eu des précédents. Je pense qu'il ne faut pas être un expert en relations internationales pour comprendre l'ire de ces manifestants, c'est-à-dire la colère de ces manifestants qui demandent aujourd'hui le départ du contingent français et le maintien de la paix de ce côté-là. Je pense que l'esquisse réponsitionnelle qu'on peut apporter à votre question d'entrée de jeu, c'est que cette force de maintien de paix déployée au Burkina Faso et même en Afrique tout entière a connu des échecs. Il n'y a pas les résultats positifs sur le terrain. Et étant donné que cette force de maintien de paix-là cohabite avec la prolifération du terrorisme, alors qu'elle serait censée endiguer ce terrorisme, cela va de soi qu'aujourd'hui, qu'on soit politique ou population, qu'on descende dans la rue pour demander le départ de cette force de maintien de paix qui a été déployée dans ce pays-là. Donc moi je pense que pour poursuivre l'analyse, on doit tout simplement comprendre qu'aujourd'hui, étant dans des relations internationales, les forces de maintien de paix participent de ce que moi j'appelle souvent dans mes travaux les instruments, les outils d'instrumentalisation de l'aide publique au développement et même les instruments de domination et d'exploitation. Parce que lorsqu'on voit la configuration du monde aujourd'hui, les pays où ces forces de maintien de paix sont déployées sont des pays qui relèvent d'une certaine particularité. On ne peut pas voir le déploiement de ces maintiens de forces de la paix, par exemple, du côté de la France, du côté des États-Unis ou du moins du côté du bloc occidental. Donc, on voit bel et bien que c'est un schéma savamment orchestré par la dynamique occidentale pour maintenir leur influence à travers le monde, à travers ce que j'appelle souvent la périphérie. Parce que le dessein
de la construction des acteurs du monde, c'est de construire un monde à deux échelles, où il y aura un centre d'un côté et de l'autre côté, la périphérie. Donc ce schéma-là voudrait donc que le centre soit de plus en plus nourri par la périphérie. Pour que le centre se maintienne, il faudrait que la périphérie soit maintenue dans le chaos, soit maintenue dans le désordre. C'est cette formule qui a jusqu'ici été implémentée à travers le monde et qui aujourd'hui est en train de montrer ses limites. Le cas du Burkina Faso n'est qu'un cas parmi tant d'autres, puisque nous savons que dans certains pays, nous avons tout simplement vécu à la rupture totale de ce partenariat avec ces forces occidentales, où des pays ont demandé totalement leur départ. Et je pense qu'aujourd'hui, le Burkina Faso, qui n'est pas un pays anodin dans la géopolitique africaine, lorsque nous scrutons son historiographie, on sait que c'est un pays qui, à un certain moment donné de son histoire politique, a pris son destin, même si ce destin-là avait été embrigadé et cassé à un certain niveau par cette dynamique occidentale. Nous sommes en train de vivre la continuité de cette force-là, où un système veut se maintenir au détriment de la volonté et des desiderata des acteurs africains. Je pense que le Burkina Faso, qui est le pays de Thomas Sankara, aujourd'hui semble être rattrapé par son destin, où les enfants et les fils, les filles de ces pays-là veulent prendre leur destin à main pour remettre leur pays aux citoyens burkinabés, pour que, en définitive, les richesses, les matières premières et les ressources naturelles de ces pays-là puissent bénéficier au Burkinabé. Donc, il faudrait donc aujourd'hui, les médias que vous êtes, les universitaires que nous sommes, la communauté africaine en général, encourage ce peuple-là à prendre son destin en main, parce que longtemps il a été embrigadé dans ce que j'appelle souvent la dynamique esclavagiste occidentale. Merci, Dr Sango. Eh bien, Abdoul Dam, c'est parfaitement légitime, selon le Dr Sango, de réclamer ce départ pour une 100e fois, peut-être, de la France de ce côté-là. Et puis, peut-être également, partagez-vous son point de vue, mais est-ce que vous pensez, au vu de la sortie peut-être du gouvernement, que celui-ci épouse totalement le point de vue de la population dans la manière d'agir, aussi bien dans le fond de la demande? Bien évidemment, il faut quand même inscrire ce qui se passe du Burkina Faso sur le prisme d'une mobilisation collective. C'est la mobilisation collective qui se construit autour d'un problème qui se pose d'ailleurs avec acuité, et que plusieurs présidents qui ont été à la tête du Burkina Faso ont hérité de ce problème. Et compte tenu bien entendu de l'historicité de ce pays, il est important de le noter que les leaders qui ont marqué l'histoire de ce pays avaient pour leitmotiv d'amener leur pays à une libération totale. Et comme ce pays se fait appeler affectueusement le pays des hommes intègres, c'est cette intégrité-là qui anime davantage le peuple burkinabé à prendre en main leur destin. Si nous sommes d'accord sur le fait que le pouvoir appartient au peuple et que le peuple est souverain, le peuple est donc à même et libre de dire ce qu'il pense. Si ce qu'il pense, c'est permettre à ce que son pays puisse avoir une capacité de faire, d'empêcher de faire ou de refuser de faire, sans les pesanteurs extérieurs, force de constater que tel n'est pas le cas, dans la mesure où il y a des pesanteurs, il y a des dynamiques qui en réalité ne permettent pas à ce que le Burkina Faso puisse avoir sa notoriété, son autorité et son autonomie effective. C'est fort de cela que le peuple par le bas exprime cette volonté qui est combien manifeste. Et vous êtes sans ignorer qu'à chaque fois qu'un leader, qu'un chef de l'État n'est pas en phase avec la volonté populaire en général et celle du Burkina Faso en particulier, ces leaders ont été déposés par le peuple. Je prends le cas de M. Damiba qui a été déposé par le peuple, tout simplement parce que le peuple a estimé que il n'est pas celui-là qui est à même de représenter et de porter plus haut la volonté populaire. Mais est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les autorités, les nouvelles autorités du côté de Burkina Faso sont en phase avec le peuple? On a tout à l'heure lu le communiqué justement du porte-parole du gouvernement burkinabé et je m'en vais lire ces quelques
ligne. Hein. Il invite en particulier la jeunesse à ne pas se laisser divertir, à se focaliser sur les objectifs de défense opérationnelle dans la guerre totale que nous menons contre le terrorisme et sur les chantiers de développement plutôt que des manifestations du genre dont les bénéfices pour la cause de la lutte de notre peuple restent à prouver. Nestor Podacé parlait d'une lettre, en tout cas écrite peut-être de manière pour dans la forme diplomatique, on peut le dire ainsi. Alors, mais lorsque on lit en tout cas ces quelques phrases, on a l'impression que le gouvernement n'est pas d'accord avec ce type de manifestation. Vous savez, ce sont les rois diplomatiques. Il faut être élégant sur les relations internationales, sur la scène internationale, il faut être élégant. Même si en face, souvent, on n'est pas souvent élégant aussi. Bien sûr, je crois que chaque État, en fonction des enjeux et des circonstances, il y a des postures qu'un chef d'État ou encore un gouvernement peut adopter face à un problème qui se pose avec acuité. Mais avec ma petite curiosité, je vais peut-être vous amener à lire quelque chose au niveau de la symbolique. Si vous avez constaté l'arrivée de M. Traoré au pouvoir, c'est les images, les faisceaux, encore les traits caractéristiques, les haïssements qu'il pose, amènent les Africains à comprendre que, contrairement à M. Damiba, il y a quelque chose qui a changé au regard du comportement de l'homme. Je vais prendre deux exemples. Vous êtes d'accord avec moi que M. Traoré, une fois au pouvoir, il a l'image même il est sankariste. Il a l'image du Sankara, du point de vue de son salaire. Il a gardé son salaire de militaire au détriment de toutes les prérogatives qu'un chef de l'État peut en avoir. Cela traduit tout simplement que c'est quelqu'un qui veut vraiment mettre son destin, qui veut mettre son expertise au profit du peuple. S'il parvient à maintenir son salaire de militaire au détriment de tous les privilèges et prérogatives qui le sont reconnus par la Constitution, cela est un signe fort, est une symbolique qui démontre que voilà quelqu'un qui est là pour pouvoir écouter, amener, conduire le peuple vers une destination qui est connue de tous. Deuxième acte fort, Monsieur Traoré se comporte comme le feu Thomas Sankara. Dans quelle mesure? Vous l'avez vu, il n'est pas assis dans les bureaux feutrés, climatisés, il prend les armes, il est armé jusqu'aux dents, il va au front et il se comporte comme un soldat. Je crois que ce sont des traits caractéristiques qui nous ramènent à ce Thomas Sankara qui s'est réincarné en la personne de M. Traoré. Fort de ces images-là, on peut quand même constater que s'il y a, du point de vue diplomatique, une élégance sur le plan diplomatique, force de constater que les agissements, l'attitude, l'allure, le comportement de M. Traoré est en phase avec ce que le peuple veut. C'est d'ailleurs, voilà pourquoi vous voyez que le peuple plus que jamais est en osmose avec l'idée et l'initiative que porte M. Traoré, puisque, in fine, l'objectif est de libérer son pays. Il a même dit dans son propos prologomène, quand il peut le pouvoir, qu'il faudrait qu'on parte vite. Alors rapidement et vite. Je crois que la question de la France-Afrique, la question qui lie le Burkina Faso et la France, il est inclus là-dedans. Il faudrait revoir les nouvelles bases susceptibles de permettre à ce que le Burkina Faso, en tant que pays intègre, puisse jouir pleinement des richesses naturelles, puisse avoir les politiques de ses moyens, puisse avoir les coups de franche d'anticiper, de proposer, de construire des projets avec des partenaires qui souhaitent le Burkina Faso comme sérieux pouvoir construire et amener à bon port le développement de son pays. Si force de constater que la France et bien d'autres partenaires n'ont plus la capacité nécessaire et la sincérité nécessaire pour coopérer, je crois que M. Traoré, avec son peuple, est mieux placé pour savoir vers qui on doit se retourner. Et comme M. Traoré, avec sa façon de faire, est en osmose avec le peuple est en train de manifester qu'on veut coopérer désormais avec la Russie et bien d'autres partenaires qui sont sérieux. Pourquoi? Parce que après 50 ans de coopération, après 60 ans de partenariat, le bilan est négatif, le bilan n'est pas profitable aux pays africains en général et au Burkina Faso en particulier, mais plutôt ça profite plutôt à la France qui aujourd'hui reste prédatrice. Mais Manuela Siké, qu'est-ce qui peut justifier ce que la France, en réalité, dans la plupart des pays africains, fait face à beaucoup de problèmes. Les pays africains ne veulent plus la France. Pourquoi elle persiste et insiste? Je vais vous prendre un exemple pour sortir. Oui, pour sortir. Ce qui s'est passé au Niger, vous êtes sans ignorer de cette conférence que l'ambassadeur français a bien voulu présider du côté de l'université au Niger. Vous avez vu comment il s'est fait humilier par la masse intellectuelle. On ne dira pas que c'est la masse qui est imbécile. On a vu des universitaires en réalité qui ont exposé les faits tels qu'ils se donnent à voir sans ajouter ni retrancher. Aujourd'hui, l'ambassadeur français, il était humilié, hué, et il constate qu'en réalité, le sentiment pas anti-français, mais l'injustice que les pays africains ont subi jusqu'à date, je crois qu'il est temps
que cela prenne fin. Et je crois que comme cela est porté par le peuple, rien ne pourra arrêter le peuple. Tout dirigeant qui va aller à l'encontre, en déphasage ou en quadrature de phase avec ce que le peuple veut, il sera déposé par ce peuple. Voilà pourquoi monsieur Traoré, je vais dire son prédécesseur, Damiba a été déposé parce que le peuple a estimé qu'il n'était plus en osmose avec ses volontés. Merci à vous, Abdoul Ndam. Notre invité nous a rejoint et directement on va poursuivre avec vous, Dalvaris Goudjou. Bienvenue une fois de plus. Eh bien, peut-être, on sait qu'on a suivi tout à l'heure et puis on a vu ces manifestants qui scandaient, bien évidemment, ils présentaient plutôt des drapeaux russes à la place du drapeau français. Et ceux-là, ils ont demandé aux autorités de dire clairement à la France de démanteler sa base militaire du côté du Burkina Faso. Et alors, on se demande, est-ce que les autorités actuelles, lorsqu'on lit, on prend connaissance de ce communiqué, est-ce que les autorités actuelles de la transition peuvent véritablement tenir voilà, ce bras de fer avec la France? Tout à l'heure, on parlait de diplomatie et on disait que c'est peut-être la meilleure des façons aujourd'hui. Mais est-ce que le cas du Burkina Faso nécessite ce type, justement, d'action vis-à-vis de la France? Oui, vraiment, bonsoir mes compatriotes, bonsoir à vous. Désolé pour le retard. Il faut comprendre, Manuel Asiké, ce qui se passe au Burkina Faso, comme dans certains pays, quand le jeu implique les grandes puissances, cela s'apparente beaucoup plus à un jeu d'échecs. Dans un jeu d'échecs, particulièrement de la stratégie, et vous avez plusieurs pions. Peut être le roi, la reine, le cavalier, et dans beaucoup de cas, il y a des pions qui sont là pour être détruits. Oui. Mais ça permet quand même que le roi puisse atteindre l'objectif. Il y a des pions qui sont positionnés et c'est un peu comme on fait sur les dames, les damiers. Vous pouvez donner les pions à l'adversaire, l'adversaire bouffe 2-3 pions, ça vous permet de bouffer 5 pions ou 10 pions, etc., etc. Moi, je pense que c'est un peu le cas au Burkina Faso. Il y a des gens, les drapeaux rouges ne peuvent pas fleurir du jour au lendemain. Particulièrement sur tout le territoire burkinabé. Les manifestants ne peuvent pas synchroniser tout cela parce qu'il faut bien comprendre que avant que les manifestants ne se dirigent vers l'ambassade de France, ne se dirigent vers la base militaire, oui. Les manifestants se sont rencontrés au stade de Ouagadougou. Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir une rencontre de plusieurs centaines de personnes sans que les autorités dans une ville, vous savez comment le Burkina est structuré, l'essentiel de la population c'est dans la capitale. On ne peut pas dire qu'en plein centre-ville de Ouagadougou, il y a pu avoir ce rassemblement sans que les services de sécurité ne soient au courant. Donc moi je pense que quelque part, tout est bien coordonné, juste que chacun a son rôle. C'est à peu près ce qui s'est passé il y a de cela quelques mois au Mali. On s'est rendu compte qu'en réalité, chacun avait son rôle et les activistes qui étaient dans la rue, les autorités militaires, chacun avait son rôle et d'une manière ou d'une autre, cela concourt au bien-être de la nation malienne. Nous sommes en train de voir les fruits aujourd'hui en matière de retombées, sécurité, économie et bien d'autres. Mais cependant, je pense que ce serait très important pour nous d'avoir une petite dose de prudence parce que je vais quand même relever que on a beaucoup de respect et de considération pour le capitaine Traoré. Oui, il est relativement jeune, à 34 ans. C'est vraiment un soldat. C'est un soldat de terrain, donc très très différent des stratèges qui décident en haut. Et quelqu'un a bien fait de le souligner tout à l'heure. Le Burkina Faso, malgré la pauvreté endémique, entre guillemets, qui s'y trouve, mais c'est une nation qui a joué un rôle tampon. C'est une nation qui a joué un rôle très important sur le plan géostratégique dans la sous-région Afrique de l'Ouest, car une grande puissance, si pendant des années pratiquement, une grande puissance comme la Côte d'Ivoire, il faut bien comprendre que la grande puissance représente, la Côte d'Ivoire représente près, hors Nigeria, près de 30% de l'économie de la CEDEAO, que ce soit le siège de la BCEAO, que ce soit la plupart des grands instants là-bas, tout cela est concentré sur Abidjan. Et si un petit pays, entre guillemets, comme le Burkina Faso, a pu diriger la Côte d'Ivoire, parce qu'il faut bien le comprendre, c'est là qu'il était question. Donc quand le président Ouattara était au Burkina Faso, en réalité la Côte d'Ivoire était dirigée, puisque la Côte d'Ivoire était divisée en deux, et une partie, pratiquement la partie nord, n'obéissait plus à Abidjan, donc c'était dirigé à partir du Burkina Faso, et tout cela avec un rôle, à mon avis, très important du Burkina Faso, pour dire que oui, c'est une nation qui a joué un rôle extrêmement important et qui peut toujours jouer un rôle, parce qu'en fait,
la nation se trouve à un carrefour. Et je pense même là, c'est une des épines dorsales de la situation sur laquelle une puissance coloniale se base pour déstabiliser. Il faut bien comprendre que quand le président Compaoré était au pouvoir, curieusement, il n'y avait pas ces groupes djihadistes là. Et tout le monde sait toujours. Il n'y avait pas ces groupes djihadistes. Et tout le monde, quand on a déclassifié les documents, il s'avérait que son proche actuel, le général Diendéré, qui est en prison, était en fait l'agent de liaison qui traitait avec ces groupes djihadistes-là. C'est-à-dire, d'une manière, c'était autre, ils s'entendaient pour qu'ils puissent continuer de gérer le pays comme ils veulent et que ces groupes djihadistes ne descendent pas. Mais depuis qu'il y a eu, je peux dire, une succession de leaders qui s'affirmaient être contre Compaoré du Mali. Il faut bien comprendre. Parce qu'en fait, je dis bien qui s'affirmait, je pèse mes mots, parce que après Compaoré, celui qui est venu, M. Kaboré, il a affirmé vraiment être contre cela. Mais en fait, en tant que ministre des Affaires étrangères, c'était extrêmement difficile pour lui. On en a vu les résultats. Après, nous avons vu Damiba qui avait beaucoup de bonnes intentions. Vous savez, quand vous avez de bonnes intentions, c'est bien beau. Mais après, il suffit qu'on vous infiltre. C'est même pas vous-même qui changez. Il suffit qu'on met autour de vous des gens qui ne pensent pas comme vous, des gens qui sont missionnés. Et croyez-moi, dans 99% des États qui obéissent encore à la France-Afrique, c'est comme ça que ça se passe. Il dit parfois, on a vu dans vous avez réellement cette volonté. Oui, vous donnez un décret, on a vu dans des pays où le président signe un décret, ben on l'enlève. Ça veut dire une information, on retire dans le parapheur. Donc même aujourd'hui, ça se passe dans beaucoup de pays. C'est-à-dire l'information montre au président, celui qui est censé aller lui donner, retire ça dans le parapheur, etc., etc. C'est-à-dire le président est dans une petite bulle. On s'en rend juste à ce qu'il soit dans une petite bulle. Et moi, j'ai beaucoup craint. Moi, je crains beaucoup plus parce que quand j'ai écouté celui qui a été nommé, je crois, Premier ministre, il était journaliste au Burkina Faso. Moi, j'étais très surpris de ses sorties. Pourquoi? Parce que dans une de ses sorties, ses premières sorties, il disait que les gens qui manifestent dans la rue feraient mieux de ne pas manifester s'ils pensent qu'ils aiment tellement le Burkina Faso qu'ils prennent les armes qui partent au fond. Très surprenant. Nous, quand on analyse froidement la situation, on se demande quel est le rôle qu'il peut jouer. Et il faut bien comprendre, dans le landerneau médiatique africain, je crois le président Macron a bien lancé la ligne tout récemment. Une bonne partie des journalistes, vraiment, ils travaillent pratiquement pas pour les intérêts nationaux. C'est très facile d'en utiliser. Oui. Parce que quand quelqu'un tient ce type de propos, puisque quand vous regardez, que ce soit au Mali, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Sénégal, dans pratiquement tous les pays, les gars qui ont manifesté dans la rue, parfois payent au prix de leur vie, En réalité, quand ils partent dans la rue, ils mettent leur vie en danger. Parfois, il y a des coups de feu qui sortent. Mais quand quelqu'un reste dans son bureau, trouve que si vous pensez que vous aimez plus de Burkina, qu'il faut prendre les armes pour aller au fond, ils donnent l'impression que ce que vous faites dans la rue, ça ne concourt pas au bien de la nation. Donc moi, je pense pour ma part que oui, de manière globale au Burkina Faso, comme dans beaucoup de pays, et tout à l'heure, mon copanéliste, M. Sango a bien fait allusion à cela, on a pu remarquer à l'université de Niamey comment, littéralement, ce n'était pas des insultes, c'était des faits. Un leader prend le micro et attirer l'attention de l'ambassadeur qui était la suite des faits qui démontre clairement que depuis que la France est là, le Niger n'en tire pratiquement pas profit. En fait, pratiquement dans toutes ces régions-là, il y a un sentiment anti-politique français. Je crois que c'est mieux parfois de souligner cela. C'est pas pour la population française. On a plein d'amis français qui sont parfois très surpris. J'en ai plein qui regardent vos télévisions qui disent, mais ils sont parfois les informations que vous dites ici, ils se disent, mais parfois ils n'étaient pas au courant de cela. Ils disent, mais ils se rendent compte que quelque part, ils ont comme l'impression qu'on a même plus de liberté d'expression en Afrique que chez eux. Parce que chez eux, dans la plupart des médias, tous les médias sont contrôlés par des lobbies financiers qui nous contrôlent aussi en Afrique pour ne pas en dire plus. Et parfois, l'information qui circule est bien organisée, est bien calibrée, structurée pour les maintenir dans une certaine manière de penser. Donc, globalement, je vais dire que oui, au Burkina Faso, il y a des manifestants contre la présence française et vraiment qui sont radicaux. Il faut bien comprendre, c'est la première fois qu'on demande... c'est la première fois qu'on demande le départ de l'ambassadeur. C'est assez sérieux. Du côté, c'est la première. Oui, qu'on demande le départ. Parce que demander le départ de l'ambassadeur, ça veut dire rupture des relations diplomatiques. C'est le plus haut niveau. Oui, parce que dans tous les pays, même au Mali par exemple, on manifeste, on ne veut plus votre base ici, mais vous avez un minima. On ne vous demande pas de partir. Au Burkina, on dit partez. On ne veut plus de vous. Et surtout au Burkina Faso, particulièrement, eux, ils ne veulent plus de l'ambassadeur français. Exact. C'est assez grave. Oui. Ce n'est pas que la base. On ne veut plus l'ambassadeur. Et quand il n'y a pas d'ambassadeur, il faut couper les relations diplomatiques. Ça veut dire couper littéralement le cordon ombilical entre les deux nations. Donc ce qui, je pense, c'est un niveau vraiment assez élevé. Mais j'espère que cela est coordonné avec les autorités pour atteindre un certain objectif. Et justement, Siké Doumbé, avec ta permission, puisqu'il parle des propos du gouvernement, il y a dans ce communiqué que le gouvernement a réagi, bien sûr, en appelant la population à l'accalmie
je cite, au risque de plonger notre pays dans un cycle de manifestations sans fin, préjudiciable à nos objectifs de paix, de stabilité et de sécurité. Fin de citation. Peut-être donner la parole cette fois-ci au docteur Sango. Est-ce que dans ses propos, on ne voit pas finalement que le pouvoir du Burkina Faso est totalement en adéquation avec le peuple, mais a prévu justement cette rupture avec peut-être la France, peut-être pas comme le peuple le veut forcément, mais une certaine rupture et le départ de la base, ou du moins, oui, le départ des militaires français de leur territoire. Dans ces propos, est-ce qu'on ne peut pas lire en cela de dire au peuple, calmez-vous, on va le faire? Oui, je pense que c'est évident qu'aujourd'hui, du côté du Burkina Faso, il y a une liaison étroite entre le peuple et les dirigeants, c'est-à-dire nous avons une évidence que les desiderata du peuple sont ce qui est en train de se réaliser au niveau du sommet des politiques, parce qu'en réalité, ce que nous vivons du côté du Burkina Faso nous donne un donné à voir. Ce donné à voir qui est quoi? Qui est cette crise de la légitimité que nous avons souvent vécue en Afrique. Vous savez que dans la majeure partie des pays africains et fondamentalement dans ce qu'on appelle en géopolitique le précaré français, ces pays ont hérité de ce que nous appelons le mimétisme constitutionnel, c'est-à-dire la configuration institutionnelle après les indépendances de 60 a fait en sorte que les textes constitutionnels, les institutions de ces différents pays soient calqués, n'est-ce pas, aux institutions de la métropole française. Ce qui fait donc que sur le plan pratique et technique, les élections qui sont souvent ce corollaire du système démocratique, sont régulièrement organisés, mais que les desiderata des peuples ne se matérialisent pas sur le terrain. Donc, il y avait cette crise de la légitimité. C'est pourquoi, lorsqu'on fait un petit rappel historique, on va se rendre compte que dans ce pays du Burkina Faso, comme dans ce pays du Mali, qui sont aujourd'hui des idéaux type d'analyse dans ce continent africain, on voit bel et bien compte que les présidents venaient juste d'être élus dans ces deux pays, que ce soit au Mali avec Kaboré, avec Ibeka, et que ce soit au Burkina Faso avec Kaboré. Ces présidents venaient juste d'être élus par la population et avec des scores, entre guillemets, à la soviétique, c'est-à-dire avec des scores très élevés. Mais cela n'a pas empêché que, irrésistiblement au sortir des élections, que la population descende sur le terrain pour demander le départ de ces dirigeants-là. Ce qui montre, par voie de conséquences, que du point de vue politologique, ces représentants ne représentaient pas en réalité le peuple. Ce qui pousse également à interpeller les chercheurs africains et même la science politique en général, à penser un type de légitimité qui ne serait pas basé sur les élections. Parce qu'on voit aujourd'hui que, en dépit du fait que Goïta au Mali ne soit pas élu, il bénéficie de la légitimité du peuple. Et c'est la même chose aujourd'hui au Burkina Faso avec Traoré, qui est en train d'être accompagné par la population. Donc moi je pense que l'un des problèmes aujourd'hui des pays africains, c'est cette crise de la légitimité. Et vous voyez donc que cette instrumentalisation du système démocratique a été longtemps utilisée par les Occidentaux pour atteindre leur objectif. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans leur communiqué, ils sont en train d'appeler au retour constitutionnel. C'est-à-dire pour eux, l'urgence dans ces pays qui ont sombré dans le carreau, c'est d'organiser les élections. Or, la priorité n'est pas électorale aujourd'hui. La priorité est sécuritaire. Et c'est pour cela que ce soit Goïta, que ce soit Traoré aujourd'hui, ils ont instauré le principe qui voudrait que ce soit le sécuritaire qui détermine le politique. Ce n'est plus comme avant où c'est le politique qui déterminait le sécuritaire. Donc il est important aujourd'hui de stabiliser, de sécuriser ces États pour que les politiques puissent impulser le développement. Ce n'est qu'une vérité éternelle qu'on ne peut pas se développer dans le chaos, qu'on ne peut pas se développer dans le désordre. Donc aujourd'hui, avec la restauration de l'autorité de l'État, parce que ces États-là ne contrôlaient pas la totalité de leur territorialité, que ce soit au Mali. Le Mali
a été menacé d'une sécession. Il y avait une partie du Mali qui n'était pas contrôlée par les autorités. Même chose au Burkina Faso, où les djihadistes occupaient des proportions très énormes. Donc aujourd'hui, ce que nous vivons là aujourd'hui, c'est le combat de ces rapports de force Occident-Afrique. C'est le combat de la France-Afrique qui est en train de s'estomper aujourd'hui, qui est en train de montrer ses limites. Donc aujourd'hui, le président Traoré doit travailler en phase avec la population. On a parlé tout à l'heure de son premier ministre qu'il a nommé dernièrement. Il faut dire que ce premier ministre n'a pas été choisi au hasard. C'est quelqu'un qui, pendant les années, a développé l'idéologie du sankarisme. C'est un sankariste à la base. C'est quelqu'un qui se bat pour le retour d'un État communiste, même du côté du Burkina Faso. Donc, aujourd'hui, on doit comprendre que ce qui se passe sur la scène internationale, c'est une construction. Il ne faut pas penser que le terrorisme naît ex nihilo. Non, le terrorisme est une construction. Ce n'est pas un réductionnisme, non. C'est des acteurs sur la scène internationale qui construisent ce terrorisme-là pour atteindre leurs objectifs, pour sauvegarder les intérêts. Et je vous ai dit que le chemin actuel du monde, c'est un chemin centre-périphérie. Pour que le centre se maintienne, il faudrait que la périphérie soit, n'est-ce pas, dans le chaos, dans le désordre. Il appartient donc aux acteurs politiques africains de construire un rapport de force équivalent qui participerait à mettre à mal cette influence paternalisme occidental sur le continent africain. Merci à vous, Dr Sango, et vous nous permettez justement d'aborder sans transition la thématique principale. Je pense que d'ailleurs elle est liée à la première, et ce sera avec vous, Abdoul Ndam. Alors, on parle de ces missions de maintien de la paix des Nations Unies en Afrique, les cas précis, la Côte d'Ivoire, le Mali et la RCA. Mais on va d'abord s'attarder sur le Mali. Alors, ces derniers jours, du moins durant cette semaine, on a appris que la Côte d'Ivoire a décidé de retirer ses troupes de la MINUSMA ainsi que le Royaume-Uni. On rappelle que les deux pays ont leur raison. On connaît le différend qui existe aujourd'hui entre le Mali et la Côte d'Ivoire en ce qui concerne l'affaire des 46 soldats. Au niveau du Royaume-Uni, ils ont été clairs. C'est cette coopération que le Mali a aujourd'hui avec la Russie qui ne plaît pas. Alors, le retrait de ces troupes au sein de la MINUSMA, est-ce que ce sera ou alors c'est un handicap pour Bamako? Non, pas du tout. D'emblée, pas du tout. C'est un handicap. Mieux encore, c'est plutôt une forme de soulagement. Pourquoi? Qui permettra à ce que les autorités maliennes puissent avoir les marges de manœuvre nécessaires avec des partenaires qu'ils ont estimés sérieux pour pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme. Sauf que ce n'est pas le retrait total de la MINUSMA, c'est juste quelques troupes qui quittent la MINUSMA, dont la MINUSMA reste quand même. Je le dis pourquoi? Parce que les autorités maliennes ont posé leurs conditions. Oui. Il y a eu des préalables. À partir du moment où les États qui envoient leurs soldats dans leur pays ne respectent pas les conditions au préalable, je crois qu'il est inopportun que le Mali continue à coopérer avec ces pays-là. Je crois que cela rentre tout simplement dans les sacro-saints principes des relations internationales où le pays d'accueil peut estimer que avant que vos soldats fouillent notre territoire, il y a des préalables qu'il faut honorer. Et à partir du moment où vous ne vous abstenez pas à respecter, il est important que la coopération puisse prendre fin. Et même si il faut quand même aller au-delà de ces deux pays-là, notamment la Côte d'Ivoire et le Royaume-Uni. On sait très bien que au niveau de la Côte d'Ivoire, vous savez personnellement le différend qui existe entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Et tout récemment, le ministre des Relations extérieures, Abdoulaye Diop, était du côté de la Côte d'Ivoire. Il a été reçu par le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, dans la perspective de trouver des voies et moyens diplomatiques pour pouvoir résoudre ce problème. Même si le judiciaire s'en est saisi, ça sera un peu difficile de résoudre ce problème du point de vue diplomatique. Mais quoi qu'il en soit, ce sont des élans, ce sont des actes que l'on a souhaités au préalable. Si au départ, M. Alassane Dramane Ouattara faisait un déplacement officiel, peut-être son premier ministre faisait un déplacement du côté du Mali, je ne crois pas qu'on devait arriver à cette désescalade. C'est parce qu'en réalité, la Côte d'Ivoire s'est inscrite d'abord dans le déni, et après dans l'arrogance, et puis la reconnaissance. Pour dire qu'en réalité, de manière globale, la base militaire, les casques bleus du côté du Mali et le reste des pays de l'Afrique, en réalité, n'ont pas de place. Je l'ai démontré à plusieurs reprises que
pour qu'une organisation, encore pour qu'une armée, pour qu'une force comme telle intervienne au sein d'un État, il y a des raisons qui sont recommandées notamment par les chefs des Nations Unies. Et au Mali, par exemple, pourquoi est-ce que les casques bleus y interviennent? Est-ce pour pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme? Est-ce pour aider à accompagner l'armée républicaine de lutter contre le terrorisme? Si tel est le cas, depuis que cette force est hier, quel est le bilan? Je crois que le bilan n'est pas positif. Si le bilan n'est pas positif, il est légitime que l'État d'accueil puisse estimer que bon, après quelques années de coopération, nous estimons que le bilan n'est pas élogieux. Ouais. Par conséquent, à défaut de revoir notre stratégie de combat, vaut mieux mettre fin à cela. Donc moi, je vais au-delà en demandant le retrait, le départ des casques bleus du côté du Mali parce qu'ils n'ont pas leur place là-bas. Et donner la possibilité aux autorités maliennes de coopérer avec des puissances qui peuvent leur permettre de lutter efficacement contre le terrorisme. La preuve, avec l'arrivée de M. Assimi Goïta à la tête de l'État, le bilan est plutôt élogieux en termes de proportion qui était plus que par le passé occupé par les terroristes qui en étaient faisant pignon sur rue dans une immense majorité du territoire, de l'intégrité territoriale. Et vous le savez pertinemment qu'on ne peut pas parler de l'État sans faire recours au territoire. Le territoire est l'un des critères primordiaux de la définition de l'État. À partir du moment où vous n'avez pas les marges de manœuvre nécessaires, à partir du moment où vous n'avez pas l'autorité totale sur votre territoire, vous êtes un quasi-État. Et à un moment donné, le Mali se situait dans cette logique de quasi-État. Pourquoi? Parce que les autorités avaient du mal à contrôler l'intégrité territoriale. Et avec la nouvelle coopération avec la Russie, le bilan, je crois qu'aujourd'hui, c'est connu de tous, c'est vu de tous que l'État est en train d'être restauré. Il y a les institutions de l'État qui sont en train d'être réhabilitées dans les territoires qui ont été abandonnés par les pouvoirs publics. Ouais. Je crois que c'est un élément de plus pour justifier la nécessité du Mali à peut-être demander le départ pur et simple des casques bleus du côté du Burkina Faso, du Mali. Pourquoi? Pour une raison très fondamentale. Les agissements du terrorisme en réalité entrent en violation d'un certain nombre de principes régis par le droit international, notamment le principe de la violation du territoire, notamment et deuxième aspect, la capacité à ces terroristes à porter atteinte aux infrastructures de l'État. Troisièmement, le fait pour ces terroristes à porter atteinte à la vie des populations. À partir du moment où tous ces trois critères sont réunis, l'État est en droit d'attaquer et de déployer son armée pour pouvoir lutter contre les ennemis. Puisqu'en réalité, ils sont perçus et considérés comme des ennemis. Mais lorsque l'ONU intervient, c'est dans la perspective d'interposition ou dans la perspective d'accompagner les forces républicaines. Je crois que dans le cas d'espèce, si c'est dans la perspective d'accompagner les forces républicaines, l'ONU a failli parce que l'ONU n'apporte pas les solutions qu'il faut pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Mieux encore, on se rend à l'évidence que l'ONU peut être perçue comme un tremplin qui nourrit qui nourrit et sécrète même le terrorisme, puisqu'en réalité, ces forces sont censées être dotées des infrastructures militaires qui peuvent leur permettre de détecter où se trouve l'ennemi pour aller rechercher l'ennemi vers son dernier retranchement. Mais malheureusement, on se rend à l'évidence que ce qu'on constate tout simplement, c'est l'incapacité de ces casques bleus à lutter efficacement contre le terrorisme. Ils sont d'ailleurs perçus parfois comme complices et nourrissent et entretiennent le terrorisme. Donc je crois que le bilan en dehors du Mali et d'autres pays africains, que ce soit le côté de la RDC, la République démocratique du Congo, on sait personnellement que on a surpris ces casques bleus-là en train de piller les ressources naturelles du pays. Est-ce leur mission? Je crois que il en ressort clairement que les casques bleus dans les pays africains, plus précisément, ont un agenda caché. Et l'agenda caché, c'est pas, par exemple, l'ordre de mission officielle. L'ordre de mission officielle est plus d'ailleurs mise encore, notamment, piller les ressources, créer l'instabilité, nourrir et entretenir l'instabilité. Pourquoi? Parce que à partir du moment où ces États vont avoir la capacité d'asseoir une sécurité véritable, le développement va suivre. Vous le savez pertinemment qu'on ne peut pas parler de développement sans faire recours à la paix. La paix est la condition sine qua non du développement. Et il faut davantage plonger ces pays africains-là qui ont des ressources naturelles et qui ont la volonté de s'affranchir, à les plonger dans les questions sécuritaires pour pouvoir réorienter leur budget et leurs énergies à réfléchir comment sortir de la situation sécuritaire. Or, vous ne pouvez pas développer votre pays en augmentant le budget du sécuritaire. C'est mieux. On développe un pays en augmentant le budget sur d'autres secteurs tels que l'industrialisation. Je crois que l'intention de toutes ces institutions étrangères, en l'occurrence l'ONU et bien d'autres organisations qui ont pour objectif
officielle d'accompagner l'Afrique à sortir de l'insécurité, je crois qu'ils nourrissent et entretiennent plutôt l'insécurité en plongeant davantage les pays africains dans cette situation inconfortable. Pourquoi? Parce que en rejoignant l'analyse de mon estimé frère Dr Sango, c'est notamment maintenir la périphérie dans une instabilité permanente pour que le centre continue à contrôler la périphérie. À partir du moment où il n'y aura pas rupture de paradigme, vous verrez que cela va rester le statu quo et ils vont se nourrir de l'instabilité des pays africains pour asseoir leur hégémonie et plonger l'Afrique vers le sous-développement. Or, malheureusement pour eux et heureusement pour les Africains, il y a une génération africaine qui émerge et est en train de prendre conscience de l'enjeu véritable. Voilà pourquoi l'initiative était davantage prise par le haut. Aujourd'hui, ce n'est pas le bas. C'est le peuple qui prend ses responsabilités. C'est le peuple qui demande, nous voulons ceci, nous ne voulons pas ceci. Et les dirigeants accompagnent souvent le peuple, la population à atteindre son objectif. Je crois que si on continue dans cette perspective-là, je crois qu'il y a déjà des faisceaux de solutions. Nous sommes dans la bonne voie. Il suffit juste de continuer. Pourquoi? Parce qu'in fine, le peuple africain va finir par s'affranchir, va finir par s'affirmer. Tous les chefs d'État africains qui ne vont pas écouter le désirata du peuple, ils seront déposés par ce peuple-là. Merci Abdoundam. Eh bien, on va se retourner bien sûr vers le docteur Ngudjou. On annonce le retrait, c'est vrai, des troupes ivoiriennes, également anglaises, mais il y a la Suède, il y a l'Allemagne, il y a également le Bénin qui ont décidé de retirer leurs troupes au plus tard en 2023. Selon certains observateurs, on serait en droit de penser que le Mali est un peu seul face à son destin, peut-être comme notre thématique le propose aujourd'hui, mais le Mali semble aujourd'hui abandonné. Pour quelles raisons? À cause des raisons de partenariat qui sont reprochées à celui-ci, notamment avec la Russie. Une raison qui revient tout le temps. Est-ce une forme de chantage, toujours envers le Mali, pour que définitivement l'Afrique abandonne le partenaire russe? Oui, justement, c'est exactement en ce sens, Cassandra, parce qu'il faut bien remarquer que, premièrement, c'est vrai, les Allemands ne sont pas encore partis officiellement. C'est vrai que dans le cadre, en fait, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Défense se sont déjà entendus avec le cabinet de Scholz. Et il est question que d'ici mardi, qu'il y ait une décision. La décision, ce n'est pas de partir, c'est de partir en 2023, donc à la fin de ce qui est décidé. Puisqu'en fait, c'était acté, c'est les seuls qui ont quand même mis dans leur clause avec l'État malien qu'après telle période, non, on ne peut pas acquitter. Ce n'était pas le cas pour les autres. Mais maintenant, il était quand même, on leur a toujours demandé, et effectivement, comme vous avez souligné, Cassandra, on leur a toujours demandé pourquoi vous partez. Tout pour eux, c'est qu'ils disent qu'il y a Wagner. Et le rapport, c'est où Wagner? On a demandé aux Anglais, puisque les Anglais ils ont 300, les Allemands ils ont 1200 éléments, les Anglais en ont 300 éléments, ils disent Wagner. Les Ivoiriens, vous partez pourquoi? Ils ne disent rien. Mais dans le cœur, c'est qu'il y a Wagner. Les Français, ils devaient partir, ils vont partir, quand on part, c'est quoi? Ils disent Wagner. Mais votre problème, c'est où avec Wagner? Puisque vous êtes dans un pays, vous êtes des nations, mais vous, quand vous êtes arrivé au Mali, vous avez dit que vous soutenez le Mali dans sa lutte contre le djihadisme, contre les djihadistes. Mais Wagner est là pour apporter son soutien aussi à l'État malien, si on va dire ainsi. Mais le problème est où? Puisque vous êtes des nations totalement souveraines, que ce soit la Fédération de Russie, que ce soit la Suède, l'Allemagne, etc., etc. Mais curieusement, vous tous vous entendez pour ne pas être dans le pays s'il y a une autre nation, une autre présence qui ne pense pas comme vous. Et maintenant, pour les Allemands, on a dit plus loin, on a dit de manière concrète. Qu'est-ce que vous reprochez à l'État malien? Premièrement, mon frère a tout à l'heure fait allusion à un certain nombre d'Israéliens entre les deux parties, mais toujours que les Allemands, vous savez, les Allemands, le 1200 éléments, une bonne partie est à Gao, ce sont eux qui ont la responsabilité de protéger l'aéroport de Gao. Ils disent que, et prioritairement, ils sont censés faire des vols de reconnaissance. Quand vous faites des vols de reconnaissance, vous êtes censé envoyer des informations aux autorités pour action. Mais curieusement, ils se plaignent que depuis octobre, je crois, ils n'ont pas fait de vols de reconnaissance. Mais pourquoi vous ne faites pas le vote de reconnaissance? Parce qu'ils refusent de demander l'autorisation. C'est cela dans tous les pays. C'est-à-dire, vous, Manuel, au Cameroun, vous ne pouvez pas décoller avec un aéronef au Cameroun. Un aéronef de type militaire, même un drone. Il faut une autorisation. Même si vous avez votre propre avion en tant que Camerounais, que tout le monde vous connaît, il faut une autorisation. Puisque à l'instant T, quand vous êtes dans les airs, il y a des milliers d'engins, certains qui sont visibles à l'œil nu, d'autres qui ne sont pas visibles à l'œil nu, d'autres qui peuvent être visibles que par les radars, qui circulent. C'est pourquoi généralement on vous prépare une voie d'entrée et de sortie.
Et cette différente permission demandée figure d'ailleurs parmi les conditions justement par le Mali. C'est vraiment très simple. Si je suis étranger chez vous, si je vais à l'autoilette, je demande, s'il te plaît, toi, se trouve où? Moi, je ne vais pas fouiller, dire que mais tu ne vas pas rentrer toi. Pourquoi? Mais demande l'autorisation. Si on refuse de vous de l'autorisation, vous faites de bavardage. Ils n'ont jamais demandé ces gars. Ça montre clairement que quelque part, il y a anguille sur roche. Même pour ces éléments, si vous savez, ça fait à peine quelques jours, tout est établi quand même que même les Français qui sont partis sont ici au Niger, à quelques kilomètres de la frontière. Donc, quelque part, agissent toujours pour le mal-être de la nation malienne. Mais pour moi, je vois plutôt ça me rappelle un peu ce que je disais un peu plus haut, les jeux d'échecs, puisque les Russes, les Iraniens, les Chinois, ils sont très bons, surtout les Iraniens. C'est les Iraniens les Perses qui inventent le jeu d'échecs. Je pense que les implémentent cela au Mali. Et la finalité, c'est d'atteindre un objectif. Il faut bien se rappeler qu'il y a de cela environ 1 an, le gouvernement malien n'a pas voulu qu'on renouvelle le mandat de l'amusement dans le format actuel. Oui. Ils n'ont pas voulu cela. Tout à fait, il y a eu un débat là-dessus. Très bien. Aux Nations Unies, ils ne voulaient pas. Oui. Parce que, figurez-vous, nous sommes là. La nation qui apporte le problème malien aux Nations Unies, c'est la France. Mais c'est la même France qui vote l'embargo contre les armes au Mali. C'est la même France qui veille à ce que le Mali ne peut pas avoir le matériel militaire pour faire ses responsabilités. Mais qui essaie de trouver les voies pour sortir de cette situation, c'est la Fédération de Russie qui donne la même manière en matériel, en hommes et en matériel, en matériel volant, etc. pour faire la responsabilité. Le Mali n'a pas voulu que tout soit renouvelé dans ce format. Mais comme les Nations Unies ont fait pression avec tout ce que nous avons vu, les Maliens sont restés. Comme les Russes, ils parlent très peu, ils agissent très loin et dans un calme. Et comme on dit généralement dans le jeu d'échecs, c'est le temps qui juge tout. Et nous sommes en train d'atteindre actuellement les objectifs sans brusquer. Et on se rend compte que, comme ils ne peuvent pas se mouvoir comme ils le voulaient, on se rend compte que ce soit les Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens, ça devait être pire. Parce qu'en octobre, normalement, la force ivoirienne, ils sont quand même nombreux, là, 900. Ils devaient partir et on devait les remplacer. Okay. Non seulement on devait les remplacer, mais il devait avoir un détachement des officiers d'état-major, des forces spéciales qui devaient être déployés sur place, détachement des forces de la police. Donc, éléments officiers, forces spéciales, état-major, éléments des forces de la police, mais au-delà, on devait remplacer les soldats, les 900 qui sont en train de partir. Ça devenait, parce qu'en fait, les gars avaient prévu leur coup avec les 49 militaires qui devaient atteindre les objectifs. Vous savez, quand on atteint les objectifs, il faut consolider le pouvoir, le nouveau pouvoir qu'on met en place. Ouais. Maintenant, quand ces gars vont partir le 23, je crois, en août le 23, comme ils ne peuvent pas se mouvoir, comme je disais un peu plus haut, ils pensent qu'il faudrait sortir. Parce que ce qui est sur vous, mais vous savez que vous êtes dans le secret de Dieu, Manuela, les Maliens ont accès à beaucoup d'informations que très peu de gens ont accès. C'est ce qui a même, à mon avis, ce qui a découragé beaucoup de personnes. Parce que même les médiateurs, le Mali était très exposé à négocier. Oui. Mais quand tout le monde dit que dans les Ivoiriens, c'est les enfants de cœur, ils n'ont rien foutu. Mais quand Fon Yassimbe arrive à Bamako, on lui montre des preuves. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre à Lomé. Parce qu'en fait, ce que les Ivoiriens ont dit, ce que les Français ont dit, ce que l'ONU m'a dit n'est pas conforme à la réalité. Oui. Beaucoup même ne sont pas Ivoiriens, tout le monde le sait, parmi ces soldats. Beaucoup viennent d'ailleurs, beaucoup sont même des anglophones, des mercenaires anglophones qui avaient été employés pour atteindre l'objectif clair. Donc on ne peut pas dire que c'était les Ivoiriens. Et quand on a monté ces informations, c'est très difficile. Et même par là, je pense que le colonel Goïta, vraiment très bien entouré, a joué la carte de l'apaisement. Parce que quelqu'un a dit ça tout à l'heure. Parce qu'il a dit, ok, les éléments étaient 49, je libère 3 pour raison humanitaire. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle les preuves de bonne volonté en négociation militaire. Il a dit, ok, je les laisse. Faites-moi aussi preuve de bonne volonté. Il y a très bien, il y a des Maliens qui sont chez vous et qui sont poursuivis. Ça, c'est comme ça. Il faut oublier que les Ivoiriens qui étaient là-bas sont des militaires qui sont poursuivis. Ils sont poursuivis et inculpés. C'est-à-dire qu'il y a assez de preuves qui montrent que l'on peut vous reprocher devant la justice pour attentat à la sécurité de l'État. Mais chez vous, là, maintenant, il y a des Ivoiriens qui sont poursuivis avec des preuves. Il y a des enregistrements qui démontrent qu'ils ont essayé d'acter contre le bien-être de la nation malienne. On ne dit pas qu'on les met en prison. On va les ici à Bamako. Oui, exact, puisqu'on vous a aussi envoyé vos éléments, etc., etc. Mais le pouvoir est vraiment... vraiment, vous avez bien fait de souligner le caractère arrogant du pouvoir de Bamako. Parce que le pouvoir d'Abidjan, pardon. Parce que c'était vraiment de l'arrogance. Premièrement, ils ont fait un délit total. Oui. Ensuite, ils tombent dans l'arrogance. C'était des insultes à la limite, etc., etc. Jusqu'à organiser des manifestations à Abidjan contre le peuple malien. Justement. Je veux dire, dans une situation où on vous prend la main dans le pot de confiture, mais vous bavardez plus que vous insultez
la maman qui a gardé ses confitures, c'est pas quoi pour vos petits frères, etc., etc. Donc moi je pense que, mais en finalité, moi je pense que les Maliens bien entourés des Russes sont en train de gagner leur partie d'échec. Parce qu'en fait, en début d'année, avant cette mandature de la MINUSMA, il était question que le mandat ne soit pas renouvelé dans le format, parce que le format était défavorable aux Maliens. Ouais. Mais comme les éléments qui sont plus proches des clans français, ils sont en train de se retirer. Et l'objectif qui n'a pas été atteint par la force aux Nations Unies est en train d'être atteint par un jeu d'échecs. Merci, docteur Dalvaris Boudjou. Et pour enchérir, c'est très intéressant ce que le docteur vient de dire. Pour enchérir, en réalité, vous voyez, la bataille se situe beaucoup plus sur le plan artificiel, ce que j'appelle sur le plan artificiel, la bataille communicationnelle. Mais du point de vue pratique sur le terrain, les autorités du Bamako détiennent et maîtrisent leur politique. Parce que si tel n'était pas le cas, s'il n'y avait pas un ancrage, ils s'appuyaient véritablement, ils ne devaient pas voir ces genres d'agissement. C'est parce que pertinemment, les autorités du Bamako ont une assurance, une assise effective qu'elle peut donc se permettre de prendre un certain nombre de décisions. Vous avez vu le spectacle qui s'est livré aux Nations Unies, où le chef d'État d'un pays se permet, au lieu de parler de son pays, attaque une nation. Je prends le cas de M. Alassane Dramane Ouattara, qui s'est livré en ridicule en attaquant le Mali. Vous avez vu la riposte qui a été phénoménale. Je crois que dans cette perspective-là, vous avez vu comment il a descendu les Ivoiriens, il a descendu la Côte d'Ivoire sur la base de son chef de l'État. Je crois que c'est ce qui s'est passé du côté des Nations Unies qui a une fois de plus arrêté cette désescalade communicationnelle et les autorités d'Abidjan sont revues dans les bons sentiments et sont en train de négocier comme il se doit. D'accord. Eh bien, on va prendre cet appelant dans cette émission, Siké Doumbé. Bienvenue à vous dans cette édition de l'International. Nous vous écoutons. Bonsoir Malila, bonsoir au plateau, bonsoir Foyou, bonsoir à mon grand frère Davaris. Je suis très ravi de le retrouver ce soir sur les plateaux de Foyou Média. Grand frère Davaris, sachez que vous êtes un modèle, non seulement sur le plan de la conscientisation, mais sur le plan entrepreneurial. Vous êtes un modèle pour moi et je crois que vous êtes plus qu'un modèle, mais pour des milliers et des millions d'Africains, que Dieu vous bénisse. Grand frère Davaris, merci pour tout ce que vous faites pour l'Afrique, pour le développement, pour la conscientisation sur les plateaux. Nous t'avons vu au front, vraiment infiniment, que Dieu te bénisse. Si j'ai fini de dire ça, effectivement, que la France veuille ou pas, qu'on manifeste ou pas, l'heure a sonné, elle quittera nos terres. Elle va quitter nos terres, c'est sûr et certain. C'est tellement sûr. Elle va quitter. Elle n'a plus en face d'elle les vendus. Ce n'est que des quelques endocolons que même l'histoire de la poubelle de l'histoire va refuser. Parce que ces endocolons sont tellement nauséabondes que même la poubelle de l'histoire va les refuser. Donc Manuela, soyons sans crainte. Vous avez déjà fait le travail. Vous avez déjà conscientisé combien de millions et de milliards d'Africains qui sont conscients aujourd'hui. Que la France veut ou pas, elle quittera. Si j'ai fini de dire ça, concernant le départ de quelques troupes, c'est la honte. Manuela, ils ont honte. C'est une honte. Ceux-là même, je me demande, est-ce qu'ils ont encore... Ils n'ont pas de morale. Ils n'ont pas de morale. Ils ne respectent rien. Ils parlent de la démocratie. Ils parlent de la démocratie. Ça, vraiment, il n'y a pas de mots pour qualifier ces endocolons et ces colons, quoi. Il n'y a pas de mots. Ils n'ont pas de honte. Ils n'ont qu'à quitter le Mali. Le Mali ne les a pas invités. Qu'ils quittent. C'est une honte. Moi étant à leur place, c'est la nuit, on allait plier bagages. Un an après, on allait annoncer dans les médias que telle armée a quitté. Ils n'ont pas honte. Courage aux Maliens, courage à Assimi Goïta, courage aux combattants. La patrie ou la mort, nous allons vaincre nos ennemis. Manuela, que Dieu vous bénisse. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Bye bye. Foyou Média, effectivement, l'avenir nous appartient. C'est nous demain. C'est nous l'Afrique. Que l'Europe veut ou pas, c'est nous. Le monde, c'est nous. Merci. Merci à vous également. Je pense que c'était Madakani Emmanuel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avant de rentrer au standard, on va poursuivre ici sur le plateau. Avant de prendre peut-être un autre téléspectateur un peu plus tard. Docteur Sango, on poursuit avec
avec vous sur cette thématique, hein, parce qu'on rappelle qu'on parlerait aussi de la République centrafricaine. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On va... Eh bien, peut-être une dernière question, Dr Sango, et puis directement on rentrera donc dans le sujet sur la République centrafricaine. Dr Sango, on a tout de même l'impression que ces différentes nations se sont donné le mot. C'était pratiquement la même semaine et les retraits sont tous prévus pour plus tard, fin 2023. Plusieurs avis ont bien fait de noter que cela pourrait peut-être être un épiphénomène du côté du Mali, mais en termes de diplomatie, est-ce qu'il ne peut pas y avoir je ne vais pas dire des représailles, mais plutôt des conséquences ou alors des dommages collatéraux? Oui, c'est évident qu'il y aurait certainement des conséquences sur le terrain parce qu'en réalité, la première conséquence serait d'abord la dégénérescence de l'influence française en Afrique qui va aller en s'intensifiant. Donc, comme l'a dit le téléspectateur, le temps de la fin de la France est arrivé en Afrique. Je pense qu'il est important de faire une précision technique pour comprendre davantage le retrait de ces forces ivoiriennes et britanniques du côté du Mali, pour dire qu'en réalité, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Royaume-Uni aujourd'hui, du point de vue technique, ils ont ce droit-là. Parce que lorsqu'on prend d'abord la configuration des Nations Unies qui ont, à travers un acte juridique, déployé la force de maintien de la paix du côté du Mali, du nom de MINUSMA, il faut dire que l'ONU même, en tant qu'institution supranationale, ne détient pas une force qui lui soit exclusive. D'accord? L'ONU n'a pas une force armée spécifique. Ce qui fait la force armée de l'ONU, c'est les forces militaires des différents États membres. Donc ce n'est pas parce que en réalité nous sommes sur la coopération multilatérale qu'on va tuer les souverainetés. Vous voyez que ici c'est les souverainetés de chaque État qui leur donnent le droit de retirer leurs soldats sans toutefois mettre en péril l'acte juridique multilatéral qui a été donné par l'ONU. Donc je pense que, pris sous ce prisme-là, ce n'est que normal que la Côte d'Ivoire, le Royaume-Uni et beaucoup d'autres puissances encore demandent à un certain moment donné de leurs relations internationales avec un État ou une institution multilatérale le retrait de leurs soldats. Mais lorsqu'on a fait cette précision, il faut dire que du point de vue de la réelle politique aujourd'hui, les raisons sont très avérées du retrait de ces forces militaires-là. Nous savons que les relations ivoiro-maliennes aujourd'hui sont tellement tendues compte tenu du contexte que nous vivons, compte tenu de l'antagonisme même idéologique qui oppose ces deux pays aujourd'hui. Vous le savez, et j'ai toujours fait l'effort de ressortir ce schéma-là ici sur vos plateaux pour dire que le combat même que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en Afrique, c'est même une sorte de continuité du combat de la guerre froide où on avait deux points de vue, deux philosophies du monde, deux idéologies du monde. Ce sont ces deux idéologies qui s'opposent aujourd'hui en Afrique, où nous avons ceux qui pensent que la domination impérialiste doit se maintenir et ceux qui pensent que le moment est venu pour l'Afrique de prendre son indépendance et de jouir de ses matières premières. Et vraiment voir que du côté du Mali, Goïta a une philosophie libératrice, une philosophie autonomiste, alors que du côté de la Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup plus une philosophie consolidologiste. Donc, cet antagonisme de point de vue-là fait en sorte qu'aujourd'hui, les rapports diplomatiques entre ces deux pays-là puissent conduire au retrait de ces États membres. Il ne faut pas éluder le fait que le Mali se soit rapproché du point de vue partenarial avec l'Union européenne, le fait que le Mali ait rompu, n'est-ce pas, ses relations diplomatiques avec l'Union européenne et la France pour se rapprocher avec la Russie n'a pas plu, n'est-ce pas, le camp occidental. Et vous savez que le camp occidental, c'est tout un groupe qui travaille pour que l'Afrique soit maintenue sous le joug de la domination. Donc aujourd'hui, Assimi Goïta est en droit de demander le départ de cette institution de maintien de la paix. Parce qu'il faut le dire, du point de vue technique également et juridique, pour que une force de maintien de paix soit déployée dans un pays, il y a un certain nombre de principes. Et le premier principe, c'est le principe du consentement.
il faudrait que l'État hôte soit consentant. L'État hôte donne ses conditionnalités. L'État hôte donne ses positions pour que cette force-là soit déployée. Le deuxième critère, c'est le critère de la neutralité. Il faudrait que cette force-là qui se déploie sur le terrain ne puisse pas être partiale, ne puisse pas épouser une partie au détriment de l'autre. On déploie cette force-là pour restaurer l'autorité de l'État parce qu'en définitive, c'est cet État-là qui est membre des Nations Unies. Si cet État-là n'existait pas, ces Nations Unies-là n'existeraient pas. Donc, il y a ces deux principes aujourd'hui que Assimi Goïta peut convoquer, peut actionner pour s'opposer radicalement à la continuité de cette force de maintien de la paix ou alors à la redéfinition, n'est-ce pas, du schéma de son format. Donc, dans les jours à venir, certainement, on risque de vivre un certain nombre de scénarios. Et le premier scénario, c'est quoi? C'est que nous sommes en train de vivre le début de la fin des forces onusiennes de maintien de la paix du côté du Mali. Toutes ces institutions de lutte contre le terrorisme sont en train de montrer leurs limites. Aujourd'hui, nous avons vécu, et vous savez qu'aujourd'hui, on est en train de demander le retrait de ces militaires-là juste après la fin de la force Barkhane. La force Barkhane n'est plus au Mali. Donc je pense que c'est une continuité qui est en train de se suivre. La MINUSMA aujourd'hui est en train de vivre, du moins ces derniers jours, du côté du Mali en particulier et de l'Afrique en général. Merci à vous, docteur Sango. On va poursuivre, avancer dans notre sujet, notre débat. On reste quand même sur le cas de ces différentes missions de maintien de la paix de l'ONU. On passe peut-être à notre pays, la République centrafricaine. Alors que de l'autre côté, les États ont décidé de retirer leurs troupes. Du côté de la RCA, de manière plus générale, on parle d'une prorogation du mandat de la MINUSCA en République centrafricaine, ce qui a créé d'ailleurs beaucoup de remous. Beaucoup s'attendaient à ce que ce mandat ne soit pas renouvelé au regard du bilan qui est établi depuis des années par les analystes. Abdoul Ndam, alors une durée d'1 an encore pour la MINUSCA. On rappelle que depuis des années, c'est ce qui se fait. Un an. Voilà, renouvelable. Lorsqu'on fait le bilan, on se rend compte que la sécurité a véritablement été observée seulement à l'arrivée des instructeurs russes en République centrafricaine. Pourtant, les forces onusiennes sont présentes en RCA depuis des années. Alors, comment comprendre ce renouvellement du mandat de la MINUSCA? On a l'impression que Bangui n'a vraiment pas son mot à dire là-dessus. Non, ne prenez pas des idées comme ça. Vous savez, la gestion d'un État, on fait face à beaucoup de pesanteurs. On fait face à beaucoup de pesanteurs de telle enseigne que vouloir procéder à une rupture totale sera plutôt suicidaire pour l'État qui est en train de retrouver ses marques. Je crois que je peux l'inscrire dans cette perspective-là. Vous êtes sans ignorer, on ne doute point de la volonté manifeste car M. Faustin Archange Touadéra de libérer son pays, d'asseoir son pays, de permettre à ce que son pays puisse jouir pleinement des ressources naturelles dont il dispose, pour afin permettre à ce que la population du côté de la République centrafricaine puisse quand même, cette population qui peut être à l'abri d'un certain nombre de besoins. Je crois qu'il ne faudrait pas peut-être lire ça au premier degré ou encore témoigner ou encore dire avec péremptoire que les autorités du côté de la République centrafricaine sont incapables peut-être de mettre fin à cela. Je crois que c'est beaucoup plus stratégique. C'est mieux de saisir, de cerner les vrais enjeux afin de prendre une décision définitive. Parce que si vous essayez de prendre une décision définitive sans prendre en compte certaines considérations, certains nombre d'éléments, cela peut avoir un effet boomerang. Surtout que, je ne vous coupe pas, surtout que justement, il y a eu ce renouvellement, mais Bangui également a posé des conditions, je pense bien, en parlant des vols de nuit. Que les vols de nuit ne soient justement pas faits par la mission onusienne qui a d'ailleurs rappelé que c'est une grosse gêne parce que pour elle, c'est pour donner la priorité ou alors la liberté aux Russes. Je crois que cela rentre en droite ligne avec ce que mon prédécesseur co-panéliste disait tout à l'heure du côté du Mali. C'est la condition, avant de survoler sur le territoire, il faudrait l'autorisation des autorités. Et on a l'impression justement qu'on progresse un peu plus dans ce type de coopération avec
avec la MINUSCA. On pose déjà des conditions et là, plus ou moins gênantes. Je crois que la stratégie, il faut plutôt saluer la stratégie des autorités, à la fois du Mali et de la République centrafricaine. Pourquoi? Parce qu'ils évoluent en resserrant les taux pour que la MINUSCA puisse par elle-même décider de partir. À partir du moment où ils n'auront plus de coups de flanche, les marges de manœuvre nécessaires de faire comme ils avaient la capacité ou encore la possibilité de faire par le passé. Par conséquent, ils n'auront plus vent au chapitre. Et s'ils n'ont plus vent au chapitre, ils n'ont plus leur place là-bas. Je crois que c'est même une bonne manière de demander à leurs ennemis de quitter par eux-mêmes que de les précipiter ou encore en prenant une note officielle disant que nous mettons fin à la coopération avec la MINUSCA. Donc je crois plutôt que je salue la stratégie mise en œuvre par les autorités de la République centrafricaine qui sont en train de poser des conditionnalités, lesquelles conditionnalités vont soit ranger la MINUSCA du côté de la République centrafricaine afin qu'il fonctionne tel que les autorités le veulent, mais puisqu'on le sait qu'il y a l'agenda caché, ne peut pas fonctionner comme les autorités le veulent, ils seront obligés, et puisqu'ils ne vont pas, parce qu'ils ne vont pas respecter ces conditionnalités, les autorités de la République centrafricaine vont donc appuyer sur ces manquements-là pour demander le départ de ces autorités. À défaut de s'appuyer sur ces manquements-là, eux-mêmes, ces forces de casques bleus seront plus que jamais diminuées. Ils seront quand même fragilisés et ils seront réduits dans leurs agissements. Parce qu'ils n'auront plus la capacité de se mouvoir comme ils le faisaient par le passé. Je crois qu'ils vont par eux-mêmes partir. C'est une stratégie qui voudrait que, c'est la théorie du laisser-faire, on laisse l'ennemi mourir de sa propre mort. Merci Abdoundam Sike Doumbé. Peut-être avant de passer la parole à notre panéliste, prendre cet appelant déjà, cet intervenant qui est avec nous au téléphone. Bonsoir et bienvenue dans cette émission, l'International. Avec la partie technico-artistique nous fait signe qu'il est donc parti. Et puis peut-être retrouver Dr Goudjou. Simplement rappeler à nos téléspectateurs que lorsque vous appelez, ne vous réécoutez pas à la maison. Lorsqu'on vous prend en direct, intervenez directement. De toutes les façons, le standard reste ouvert. Vous pouvez, on a encore quelques minutes à passer avec vous, donc vous pouvez appeler à tout moment. Alors, Dr Goudjou, effectivement, on rappelle que cela n'a pas été facile en ce qui concerne ce renouvellement. Comme d'habitude, on l'a dit tout à l'heure, c'est souvent, on a cette habitude-là, on renouvelle d'un an. Mais au niveau des Nations Unies, ça n'a pas été facile. On nous signale que 3 pays se sont abstenus, la Russie, la Chine et surtout le Gabon qui s'est abstenu, qui n'a pas accepté cette condition parce que selon le Gabon a estimé que les Nations Unies et surtout la France n'ont pas tenu compte de leurs remarques en ce qui concerne le renouvellement de ce mandat en République centrafricaine. De plus en plus, effectivement, on a l'impression que les taux se resserrent autour de la communauté internationale. Oui, justement, Sike Doumbé, ceux qui pensent être la communauté internationale, qui ne représentent que moins de 20% internationale, merci, puisque vraiment ailleurs, il y a beaucoup plus de personnes que... Bon, justement, on a bien remarqué que les gens qui se sentent concernés, d'une certaine manière, par le bien-être des Centrafricains, n'ont pas voté pour ce texte. Soit la Chine, la Fédération de Russie, le Gabon, qui siège au Conseil de sécurité de manière non permanente. Parce qu'en réalité, les Centrafricains, le gouvernement centrafricain n'a plus voulu que la mission des Nations Unies soit là sur ce format. On nous aurait d'ailleurs dit que Bangui n'a pas été consulté lors de cette décision. Oui, en principe. En principe. Pourquoi? Remarquons, j'ai des proches en Centrafrique, j'ai été encore récemment, parce que dans la forêt, loin là, à Gaga, c'est 600 km, les mouvements armés se préparent. Les mouvements armés se préparent pour marcher sur Bangui. Et très curieusement, remarquez bien que très curieusement, c'est pratiquement vers la fin du mandat des Nations Unies. Il faut renouveler. Et quand il faut renouveler, on a comme impression qu'il y a des forces qui veulent instituer une certaine insécurité pour donner l'impression que la présence de la MINUSCA est nécessaire, est indispensable. J'ai des proches de la jeune frère qui va revenir au Cameroun cette semaine, ils disent que tout ça se chaud, tout le monde quitte le camp, tout le monde disparaît, parce que les rebelles ont dit qu'ils vont venir, ce qui n'est pas faux. Parce qu'en réalité, même le renseignement militaire à Bangui sait déjà qu'au niveau du Nord, il y a des gars qui sont en train de se préparer pour revenir. Juste que cette fois-ci, avec l'assistance des Russes, il est question que les éléments partent plutôt les attendre là-bas. Puisqu'avant, on les attendait sur Bangui, et on avait comme impression qu'on restait sur la défensive. Maintenant, c'est une stratégie offensive. Et essayer de suturer totalement la frontière Nord avec le Tchad. C'est établi.
il y a des enquêtes, pratiquement de plusieurs parties, qui ont établi que rien que pour cette année, il y a au moins 49 cas où l'on a détecté que les éléments des Nations Unies coopéraient avec des mouvements armés. C'est-à-dire, et ça c'est assez délicat parce que vous savez, les mouvements des Nations Unies ont la latitude de pouvoir se déployer partout sur le terrain. Ils auront des diplomates. Oui, exact. Ils peuvent se déployer partout sur le terrain. Et vous vous rappelez, il y a cela à peine, ça fait pas un an, quelques mois encore, il y a les éléments des Nations Unies à Bangui. Il y a eu une tentative pratiquement un an contre le président de la République, voilà. Justement. Et ils se sont appuyés justement sur cette couverture des Nations Unies. On se souvient très bien. Justement. De l'aéroport. De l'aéroport à Bangui. Oui. Oui, il était question, il disait qu'il ne savait pas que le président. Et tout le monde sait. Le vol du président, c'est le 001. Donc quand ça arrive, tout le monde sait que son avion arrive. Il y a tout un dispositif. Justement, vous ne pouvez pas dire qu'il y a un mouvement armé. Surtout vous, les gars des Nations Unies, vous êtes informés que le président arrive. Tout à fait. Parce que certains éléments des Nations Unies font partie de la sécurité président, officiellement de la sécurité rapprochée du président. Donc, comme je disais un peu plus haut, il est établi que de temps en temps, il y a des éléments des Nations Unies qui coopèrent avec les gars du CPC2 de Bozizé. Vous savez, comme le fait, quand ils peuvent se déplacer partout sur le territoire, ça veut dire qu'ils connaissent où se trouvent les militaires centrafricains. Les militaires, ils savent que la base est ici, les éléments ici. Oui. Et quand ils partent, disant qu'ils sont en train de patrouiller dans d'autres parties du pays, ils entrent en contact avec les gars des CPC, ils donnent les positions de l'armée, ce qui est très très dangereux. Tout le monde établit tout récemment qu'à Bangui, il y a de plus en plus de cas d'insécurité. Pourquoi des cas d'insécurité? Parce qu'il faut donner l'impression qu'on a besoin de leur présence là-bas. Or, tout le monde a bien manifesté, que ce soit à Bangui, que ce soit ailleurs, qu'ils ne voulaient plus la présence des troupes des Nations Unies sur le territoire. Parce que, comme tout le monde l'a si bien souligné, quel est le résultat de leur présence jusqu'à aujourd'hui? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, nous, Cameroun, le haut commandement a envoyé un peu plus de 1000 éléments, 1070 personnes. En RCA? Oui, c'est mais on a perdu beaucoup de gens là, très importants. On a perdu le général Toumenka, c'est lui qui dirigeait. C'était qui était le chef de la MINUSCA. On l'a perdu. On a perdu son porte-fanion, son aide de camp. On a perdu son chauffeur. Trop de curiosité. Mais pourquoi on a perdu les Camerounais qui dirigeaient ça? Parce qu'on estimait qu'à un moment, parce qu'en fait, ils faisaient le rapport au commandement au Cameroun et on avait l'impression qu'ils avaient accès à des informations que les gens ne voulaient pas que cela sorte. Je crois que tout le monde vous a bien remarqué que le Cameroun, littéralement, ou alors le président Touadéra est accusé par ceux qui pensent être de la communauté internationale d'être entouré des Camerounais qui le font prendre un chemin et qui ne devraient pas suivre. Donc, pour dire que quelque part, les Centrafricains ne veulent plus que ces gars soient là-bas, mais ils forcent leur présence là-bas. Quand les gars disent qu'ils ne peuvent faire que les vols de nuit, pourquoi faire que les vols de nuit? Mais c'est curieux. Pourquoi voulez-vous que faire les vols de nuit? Pourquoi ne pouvez-vous pas demander l'autorisation dans un pays simplement. Très bien. Souverain. Exact. Le pays, la Centrafrique, c'est plus de 675 000 km, plus grand que le Cameroun. C'est-à-dire que vraiment, c'est un pays qui est tellement large. Ne pensez pas que si vous demandez, on peut vous occuper. On va le faire. Mais juste que tout marche dans justement, et quand ça, vous partez, puis c'est comme ça. Du point A à un point B. Si vous commencez à vous promener comme vous voulez dans une nation qui est souveraine, qui a été soumise à beaucoup de difficultés jusqu'à présent. Donc moi je pense pour ma part que la Centrafrique est dans une situation à peu près similaire. Puis c'est les deux cas d'école sur le continent. Le cas du Mali et le cas de la Centrafrique. Puis c'est deux nations où nous avons une présence militaire russe accrue. Et je crois que tout récemment, le président Touadéra a demandé encore 3000 éléments. Je crois la semaine passée, il en a parlé avec le président Poutine. Espérons qu'il pourra avoir une réponse. Parce qu'en fait, il y a des éléments. Parce qu'il faut bien comprendre que, figurez-vous que la Russie et la Chine se sont abstenus. Il y a deux possibilités. Vous pouvez voter contre le texte. Et les deux nations sont membres du Conseil avec droit de veto. S'abstenir et ne pas voter contre, c'est quelque chose. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire quelque part. Ils ne sont pas contents de cela, mais ils laissent une porte ouverte. On sait cette porte ouverte qui peut être utile aux Centrafricains. N'oublions pas que la présence russe actuellement en Centrafrique, c'est grâce aux Nations Unies, d'une certaine manière. Parce que la France a toujours veillé, exactement comme dans le cas malien, à refuser que le gouvernement centrafricain s'appositionne en matière militaire sur la scène internationale. Les Centrafricains sont prêts à payer, les Français disent que non, mais l'embargo. Très bien. Mais curieusement, les armes ne font que passer par d'autres frontières. Oui. Et on appositionne les rebelles. Il a fallu passer par les Nations Unies, essayer de trouver une bifurcation pour que les Russes disent que, ok, on fait une levée sur les armes légères. Et on utilise cette petite bifurcation, ou justement cette passerelle, merci, pour faire rentrer les armes pour soutenir les Centrafricains. Donc moi, je pense que quelque part, ça peut encore être utile. Si c'était totalement inutile,
on voterait contre avec un droit de veto. Si les deux nations qui généralement, entre guillemets, protègent les nations africaines, notamment la Chine, notamment la Russie, notamment une nation qui peut être impactée par la crise centrafricaine, notamment le Gabon, parce que n'oublions pas que pour qu'on puisse organiser le DDR en Centrafrique, il a fallu que les nations puissent déposer de la sous-région, malgré les difficultés, mettre 4 milliards sur la table. Parce que quelque part, ça impacte nos économies. Si le Gabon vote aussi, au lieu de voter contre, mais s'abstient, c'est parce qu'on n'est pas d'accord, mais quelque part, ça peut nous être utile dans le futur. Donc, moi, je pense que les Centrafricains ne veulent plus de leur présence, mais comme c'est la politique, c'est l'art du possible. Et donc justement rester dans une certaine prudence et se dire qu'on avance lentement, mais on va arriver sûrement à tout simplement la destination qu'on a voulu. Eh bien, comment comprendre qu'une force dont on n'a même plus besoin, c'est-à-dire puisqu'on parle de la mission onusienne, comment comprendre qu'une mission dont on n'a plus vraiment besoin sur le plan sécuritaire, puisque peut-être rappeler Stiké Doumbé que la République centrafricaine a récupéré une bonne partie de son territoire déjà, un peu on parle de 97%, oui. Un peu grâce à ces partenariats avec, à cette coopération avec la Russie. Le Rwanda aussi, qu'on ne cite pas souvent. Qu'on ne cite pas souvent. Très puissant, la puissance, c'est un petit. C'est les meilleurs, hein. Les meilleurs éléments là-bas, c'est les gars, c'est les Rwandais. Voilà. Même au niveau de la garde du président. Donc, grâce à la présence rwandaise et la présence russe, la Centrafrique a réussi à récupérer pas mal de son territoire. Docteur Sango, comment comprendre donc qu'aujourd'hui, une mission dont on n'a plus vraiment besoin veuille imposer ces conditions et ne pas respecter celles qui lui sont données, je dirais même imposées, puisque c'est un État souverain. Mais maintenant aussi, comment comprendre que cette même mission onusienne refuse toujours la présence russe? Parce qu'on parlait tout à l'heure des conditions, comme les vols de nuit. La mission onusienne a crié, à qui voulait bien l'entendre, que la Russie l'empêche lorsqu'il y a des vols de nuit justement de mener à bien ses missions. Il peut y avoir des collisions d'après ceci. Bien, pourquoi? Je pense que pour répondre à toute cette série de pourquoi-été, il est important de construire une analyse bijective, c'est-à-dire à deux niveaux. Le premier niveau sera basé sur le forcing de l'aménagement de l'ONU, de son maintien en Centrafrique. Et le deuxième niveau sera basé sur l'approche de la Centrafrique qui est en train d'accepter, outre mesure, ce forcing malien et onusien. Alors, du point de vue du forcing, il faut comprendre que nous sommes là dans une situation de contrôle de pouvoir. Ce que j'appelle souvent le contrôle du pouvoir, c'est-à-dire les quatre types de colonialité en réalité. Parce que vous savez que la domination occidentale en Afrique s'est maintenue et se maintient toujours à travers un certain nombre de facteurs que, du point de vue politologique, on a théorisé de colonialité. La colonialité du pouvoir, du savoir, de l'être et sociétal. Et aujourd'hui, pour comprendre le forcing des forces onusiennes du côté de la Centrafrique, il faut l'inscrire sous le prisme de la colonialité du pouvoir. Pour dire qu'en réalité, l'ONU aujourd'hui, qui est un corollaire du camp occidental, parce que plusieurs preuves ont démontré sur le terrain que ces forces onusiennes-là sont en phase avec les terroristes, avec les rébellions. Ces forces onusiennes entretiennent des rébellions. Il y a une sorte de collaboration. Donc aujourd'hui, l'ONU, à travers le camp occidental, veut s'inscrire dans cette colonialité du pouvoir pour utiliser la force onusienne à l'effet de contrôler le pouvoir du côté de la Centrafrique. Parce qu'il faut le dire, le camp occidental n'est pas fier de Touadéra. Depuis que Touadéra a impulsé une nouvelle philosophie de ce côté-là, le management occidental voudrait que ce président-là soit mis de côté. Et vous savez que dans le passé, c'est toujours comme ça là qu'ils ont eu à fonctionner à travers ces rébellions-là qui leur permettaient de remplacer à la tête de ces États-là des présidents qui n'étaient plus dociles. Qui étaient plus dociles. C'est-à-dire ils entretenaient ces rébellions-là et ces rébellions-là les aidaient à arriver au pouvoir, à mettre au pouvoir quelqu'un qui serait en phase avec leur intérêt. Donc c'est ce prisme-là qu'il faut inscrire
ce forcing onusien pour comprendre qu'en réalité, c'est un rapport de force qui est en train de se bâtir, de se construire, où l'ONU et le camp occidental veulent à tout prix que cette institution de maintien de la paix puisse toujours être là pour leur permettre un jour de renverser la dynamique sécuritaire impulsée par Touadéra qui est venue mettre en péril leur intérêt. Parce que, il faut le dire, du point de vue réel et pratique, le souci de la France aujourd'hui et du camp occidental, c'est de ramener Bozizé au pouvoir. Bozizé qui serait leur pion, qui serait leur bon élève, Bozizé qui va faire ce que l'Occident veut. Oui. Donc il fallait, n'est-ce pas, ici convoquer cette colonialité du pouvoir pour comprendre le forcing de cette force onusienne du côté du Centrafrique. Je préfère le Centrafrique en lieu et place de la Centrafrique. Maintenant, cela me permet d'embrayer sur le deuxième aspect de mon analyse qui est la position centrafricaine. Oui. Comment comprendre? Déjà, je pense que mon copanéliste Ndam a déjà fait l'effort de commencer d'apporter des esquisses réponsionnelles là-dessus pour dire qu'en réalité, la gestion du pouvoir n'est pas une sinécure, c'est-à-dire une chose facile et aisée. Lorsqu'on a le pouvoir, c'est différent lorsqu'on le conquiert. D'accord? Il y a un certain nombre de facteurs d'intérêt qu'il faut prendre en considération avant de prendre une décision. Oui. Et je pense que c'est cette approche, attitude qui est en train d'expliquer la position du gouvernement centrafricain aujourd'hui, qui observe une sorte de prudence et qui privilégie, n'est-ce pas, de plus en plus la méthode minimaliste de son partenariat avec l'Occident. Parce qu'il faut le dire, il y a deux types d'approches dans ce sens-là. Du côté du Mali, nous avons vécu une approche maximaliste où ce pays a demandé totalement la rupture totale de son partenariat avec l'Occident. Le départ des forces françaises de maintien de la paix de ce pays-là. Donc là, c'est la position maximaliste. Donc la RCA est donc dans une position minimaliste où il préfère observer une prudence. Il préfère, n'est-ce pas ici, procéder par prudence pour que, en réalité, des choses se passent selon les normes diplomatiques. Parce qu'au-delà de tout, nous sommes dans les relations internationales et nous sommes dans la diplomatie. Et je pense que le collègue Dr Davaris a très bien fait l'effort de ressortir le pan qui voudrait que ce soit toujours cette coopération multilatérale qui aurait permis à la Russie, c'est-à-dire au gouvernement centrafricain, de signer un partenariat avec la Russie. Même si sur un plan beaucoup plus absolu, je ne serais pas d'accord parce que nous sommes aujourd'hui dans un concert des souverainetés des États, où les États sont souverains. Et dans la scène internationale, ce sont beaucoup plus les États souverains qui collaborent. Donc du point de vue de la souveraineté des États, le Centrafrique peut aujourd'hui volontairement et délibérément choisir avec quel pays il signe des partenariats et des accords. Donc voilà en quelque sorte les éléments que je pouvais convoquer pour expliquer ce qui se passe aujourd'hui du côté du Centrafrique. Merci à vous, Dr Sango. Je pense qu'on va faire le tour de table pour sortir également définitivement de cette émission. Alors, au regard, Abdoul Ndam, au regard bien sûr de toutes ces observations du côté du Mali, la République centrafricaine, les différentes missions de maintien des Nations Unies, sans oublier aussi la France, parce que plus ou moins elle est aussi interpellée avec son départ du côté du Mali, son départ en RCA, mais elle est toujours là à côté au Niger. Alors, qu'est-ce que les États africains doivent comprendre? Quelles sont les leçons qu'on pourrait justement en tirer? Et surtout aussi ce peuple-là qui semble jouer aujourd'hui un rôle important dans cette nouvelle dynamique de repositionnement des pays africains sur la scène internationale. Avant de répondre à cette question, rapidement, j'aimerais ajouter quelque chose du côté de la plus centrafricaine. Oui, allez-y. Pour dire qu'on fait face à ce qu'on appelle techniquement de la sous-traitance sur la scène internationale.
Pourquoi? Parce que l'idée de communauté internationale, je l'ai déjà fustigé à plusieurs fois sur ce plateau pour dire qu'il n'y a pas de communauté internationale. Mieux encore, il existe on parlerait plutôt de la société internationale. Pourquoi? Parce que chaque État est mu par son intérêt personnel. Et vous ne pouvez pas donc procéder à une conciliation d'idées communes. Oui. Chaque État est mu par son intérêt, par sa volonté de puissance, qui peut entrer en contradiction avec l'intérêt de l'autre. Oui. Mais pour ce qui se passe du côté de la puissance africaine, vous constatez qu'il y a une forme de sécrétion, de construction de l'instabilité, de l'insécurité pour justifier la présence des casques bleus. Pourquoi? Parce que s'il y a la paix, la présence des casques bleus ne sera plus justifiée. Donc ce qui se joue là-bas, c'est de créer, de fabriquer, de construire les instabilités au regard des informations que l'aîné docteur vient de nous faire parvenir, partager sur le plateau. On se rend compte qu'il y a une forme de construction, de fabrication des rebelles pour justifier in fine auprès des Nations Unies que la présence des casques bleus plus que jamais est nécessaire, eu égard de ce qui se construit et se fabrique. Pour vous dire qu'en réalité, les Nations Unies, en réalité, présentent une fâche du plan officiel. On pourrait parler de la sincérité de sa volonté à peser le monde. Oui. Mais du point de vue de la pratique, on se rend compte qu'il y a l'instrumentalisation des Nations Unies à des fins personnelles de certaines puissances. Vous faites bien de parler de construction, effectivement, parce que même dans, on va dire quoi, le subconscient même aussi de la population, lorsque vous baladez à Bangui, vous voyez justement tout ce déploiement des forces de maintien des Nations Unies dans les rues de Bangui, en train de... Même au sein de la population, on est convaincu, on est certain qu'on n'est pas en sécurité, voir tous ces militaires qui déambulent justement dans les rues, alors qu'on nous dit quand même que l'État contrôle déjà 97% de son pays. Pour arriver à ce niveau, je voulais justifier que, en réalité, l'idée qu'on nous fait brandir, c'est que, en fait, l'objectif officiel des Nations Unies, c'est d'apaiser. Mais on se rend compte qu'il y a la prise en otage des Nations Unies par certaines puissances qui passent par le biais de la sous-traitance en s'appuyant sur l'étiquetage des Nations Unies pour faire peser, imposer leur volonté, leur désirata au sein de certains pays, en l'occurrence la République centrafricaine et le Mali. Je crois que c'est dans ce registre-là, puisque ces puissances-là, de manière officielle, ne pourront pas de manière flagrante décider d'annexer un pays comme la République centrafricaine. Par conséquent, ils doivent se cacher derrière une institution internationale pour justifier leur présence. Voilà pourquoi les Nations Unies sont prises en otage par les États-Unis d'Amérique et la France et certaines autres puissances qui, parce qu'ils ne peuvent plus de manière officielle, directe, dire certaines choses, ils passent donc derrière les Nations Unies pour exprimer certaines choses. Voilà pourquoi les Nations Unies, pour justifier leur présence, y compris en République centrafricaine et d'autres pays en Afrique, ils construisent, entretiennent, nourrissent l'instabilité pour justifier in fine leur présence. Je crois que voilà le schéma qui est très simple. Maintenant, pour sortir, et vous constatez un pays qui se veut souverain, qui a sur son territoire des militaires venant d'ailleurs. C'est là, du point de vue de l'image, de la symbolique, vous n'êtes pas autonome, vous n'êtes pas indépendant. L'indépendance est timorée. À défaut d'être timorée, l'indépendance est contrôlée. Dans le cas d'espèce, on constate que les indépendances africaines sont davantage contrôlées et non totales. Contrôlées pourquoi? Déjà par certains pesanteurs. L'aspect économique avec la monnaie, l'aspect linguistique avec la langue que nous communiquons et la présence militaire étrangère au sein d'un État. Au regard de ces déterminants, on peut se permettre de dire sans risque de se tromper que l'indépendance, la souveraineté des pays africains sont davantage contrôlées. Comment est-ce qu'on peut pas parler d'une souveraineté totale en obligeant un État d'avoir sur son sol des hommes mantenus venant d'ailleurs? On ne peut pas donc parler d'une autonomie effective, d'une indépendance effective de l'État sans convoquer le bras circulaire au sens de Norbert Elias, le monopole militaire. On vous empêche avec le phénomène d'embargo à un État qui se dit souverain, reconnu par les instances internationales, que cet État ne puisse pas se doter des armes pour protéger son intégrité territoriale et sa population. Je crois que c'est une contradiction qui n'a même pas de sens. Si vous empêchez un État d'entrer en position de l'armement, qui est un élément basique pour protéger l'intégrité physique, l'intégrité territoriale d'un État, je crois que c'est un quasi-État. Si l'ONU est en train d'entretenir cela, ça veut dire que l'ONU veut quelque chose et son contraire. Je crois que ce genre de pratique doit prendre fin, donner les marges de manœuvre nécessaires, donner la possibilité nécessaire, laisser les États, qui sont d'ailleurs souverains, de jouir pleinement de leurs prérogatives dans le choix de leur stratégie, dans le choix de leurs partenaires, pour que le principe de l'indépendance soit acté et soit
effective. À partir du moment où on ne va pas laisser les pays africains décider par eux-mêmes avec qui ils doivent coopérer, et ils davantage découragent les pays africains de promouvoir ce qu'on appelle techniquement en relation internationale la coopération sud-sud. Mais je crois que l'Afrique du Sud fabrique les armes aujourd'hui. Pourquoi on décourage les pays africains de ne pas nouer les partenariats avec l'Afrique du Sud dans la perspective de paiement, c'est qu'on puisse organiser un think tank africain? On décourage la coopération sud-sud pour promouvoir la coopération nord-sud, pour contrôler les pays africains. Je crois que ce genre de pratique, on doit arrêter, on doit mettre fin à ça. Parce qu'on n'a pas les coups de franche pour le faire de manière péremptoire. Je crois que je salue la méthode de Faustin Archange Touadéra qui a opté pour la diplomatie minimaliste avec des stratégies qui visent à resserrer les taux aux Nations Unies. À défaut de respecter le nouveau format, ils vont décider par eux-mêmes de quitter le territoire. Et pour sortir définitivement, c'est que l'environnement de l'enjeu sécuritaire tel qu'il se donne à voir actuellement en Afrique, on se rend véritablement compte que toute forme de défense, quoi que l'on dise, il est enseigné dans toutes les facultés des sciences politiques. Et je dis que la meilleure défense d'un État, ce n'est pas l'armée ordinaire, c'est la population, c'est le peuple. C'est le peuple qui est le premier défendeur, c'est le peuple qui est le premier soldat du pays. À partir du moment où il y a cet effort de culture politique, de conscientisation du peuple élevé, parce que par le passé, l'information était polarisée. L'information était contrôlée, l'information était falsifiée par des médias mensonges. Aujourd'hui, on a la capacité de rapport de force d'avoir des médias qui font pignon sur rue, tels que les médias panafricains, qui conscientisent les Africains. Je crois qu'il y a des citoyens africains qui sont même plus cultivés que ceux qui sont dans les amphithéâtres. Vous le savez plus que moi. Parce que les médias jouent un rôle de culture, d'éducation, de socialisation. Je crois que c'est un élément qui, juste aujourd'hui, permet à ce que notre jeunesse, la population africaine, soit consciente des vrais enjeux. C'est parce que la meilleure défense, c'est le peuple qui décidera de la vie de son peuple. Et ni les États-Unis, ni les Nations Unies, en aucun cas, vont pas casser ce paradigme de rupture totale de cette épée de Damoclès qui pèse sur la tête de l'Afrique et empêche l'Afrique de se développer. Pourtant, l'Afrique est le continent de l'avenir. L'Afrique est le continent par excellence qui permettra la survie du monde entier. À partir du moment où on continue à embrigader, à empêcher, à casser, à chaque fois que l'Afrique veut atteindre un niveau de développement, on nous avance les tels que le réajustement structurel, les fonds monétaires internationaux qui vous imposent une forme de format de développement. Je crois que tout ceci contribue à maintenir l'Afrique sur le joug du sous-développement. Et je crois qu'il est temps que les pays africains puissent se développer. Et voilà pourquoi je salue l'intelligentsia de ces nouveaux leaders de chefs d'État africains, en l'occurrence M. Faustin Archange Touadéra, M. Assimi Goïta, qui d'ailleurs, je le dis, que M. Assimi Goïta bénéficie, ce qu'on appelle techniquement en sciences politiques, de la légitimité réelle. La légitimité réelle, c'est quoi? On n'est pas forcé de passer par la voie de la démocratie. La démocratie, en réalité, qui présente ses limites. Quelle est cette démocratie où, à peine on vient de voter un chef de l'État, et quelques semaines après, le même peuple qui a censé voter le chef de l'État descend dans le pour demander son départ? Je crois que ce qui se passe du côté du Mali, le chef de l'État malien bénéficie d'une souveraineté, il bénéficie d'une légitimité et d'une légalité à nul autre pareil, et que ce genre d'attitude, que ce genre d'action puisse contaminer les autres pays africains. D'accord, merci Abdoul Dam. Siki Doumbé, Gallo Seli est au téléphone. Après une réaction de lui, bien sûr, on continuera notre tour de table. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Madame Dégoudé, bonsoir Madame Doumbé, bonsoir vos invités et à tous les téléspectateurs de For You. Madame, comme aime souvent le dit Jean Sapolo, nous sommes en guerre. Et dans cette guerre-là, le Mali et la RCA ont une armée qui est en train de monter en puissance. Et c'est ça qui met sous pression ces gens qui sont obligés de changer un peu de stratégie. C'est pour cette raison qu'ils demandent des délais. Pour moi, il ne faut plus accepter ces délais parce que c'est un délai pour préparer les relais locaux qui vont pourrir la vie à ces pays-là. Mais nous allons leur barrer la voie. Quand je dis nous allons leur barrer la voie, c'est en écoutant un de vos panélistes qui parlait de action maximaliste et minimaliste. Non, moi je place plutôt une action multiforme. J'en appelle à nos États et j'en appelle à nos populations. Tout comme nous en avions déjà appelé à vous, les médias. Sur l'aspect médiatique, vous avez fait du bon travail, du bon job. Tout le monde est maintenant sur le pied de guerre. Mais nos États doivent continuer à recruter. C'est-à-dire que, comme les Burkinabés l'ont fait,
il faut augmenter le nombre de militaires et occuper le terrain de manière que ces gens ne pourront plus, à chaque fois qu'ils vont vouloir mettre un pied quelque part, ils vont piétiner le pied d'un militaire. Ils seront obligés de partir. Sur le plan diplomatique, Madame Doumbé, 70 ans après les indépendances, pourquoi c'est un autre pays qui doit aller écrire, comment on appelle ces motions-là à l'ONU, à notre nom? Que font nos diplomates à New York? Ils boivent du Coca-Cola et ils mangent des hamburgers. Ils peuvent écrire. Il faut saturer l'ONU. Il faut saturer ces Nations Unies avec des lettres, avec des, comment on appelle, je ne sais plus comment on appelle, monsieur Lavarit peut vraiment nous dire comment on appelle ça. Pourquoi c'est eux qui doivent écrire chaque fois pour les problèmes qui nous concernent? Le Mali a donné le chemin. Ils ont écrit pour dire qu'il y a un État qui vient faire du terrorisme ici chez nous. Nous pouvons écrire tous les mois un mémorandum qu'on dépose à l'ONU de manière à empêcher ce pays-là de nous embêter en permanence. Maintenant, sur le plan monétaire, je l'ai déjà souligné plusieurs fois, Madame Siké et Madame Bégoudé, tous ces rebelles-là, tous ces terroristes qui nous pourrissent la vie, ce sont nos frères qui sont complètement démunis. On vient mettre quelques francs CFA dans leurs mains et ils prennent des armes et ils se mettent à nous pourrir la vie. Mais si nous coupons cette monnaie-là, cette opération sera impossible. Voilà pourquoi j'appelle nos États à agir sur le plan militaire, diplomatique et monétaire. Maintenant, nous, le peuple, quelle est notre responsabilité? C'est là où je n'aime pas les États qui interdisent les manifestations et tout, parce que c'est nous, le peuple, qui pouvons nous mettre debout, in fine, pour demander à ces gens-là de partir. On voit ce qui se passe au Niger, on voit ce qui se passe au Burkina, on voit ce qui se passe en RCA et au Mali. C'est les populations qui demandent à l'armée française de partir. Mais si vous avez des populations endormies, ils ne peuvent pas faire cette opération. Autre chose que je demande à la population, et ça c'est important, envoyez-nous une équipe de reportage auprès de ces bases militaires. Mais vous allez voir une pédophilie en plein air. Nous, le peuple, nous devons tout faire pour éloigner nos enfants, petites filles comme petits garçons, de ces bases militaires-là. Parce que ces gens-là, ils n'ont rien à faire. Ils empêchent nos armées d'agir. Et comme une fois que nos armées se sont couchées, ils n'ont rien à faire. Ils passent leur temps à violer nos enfants. Donc si nous coupons, si nous encerclons ces camps-là, et on les empêche d'avoir accès à nos enfants, ils vont partir. Ces pédophiles vont décamper. Voilà ce que je souhaitais ajouter. Excusez-moi d'être un peu énervé. Bonne soirée à vous. Merci Gallo-Célie pour votre coup de gueule dans cette émission L'International. Siké Doumbé, peut-être poursuivre avec le tour de table et se tourner à présent vers le docteur Sango. Eh bien, avec vous, on a déjà eu à faire le tour de ce sujet, mais peut-être revenir également sur le fait qu'aujourd'hui, la République centrafricaine continue d'avoir une ouverture avec les coopérations, mais cela reste une épine dans le pied de la France, qui a toujours voulu l'exclusivité de ce type de coopération, on peut le dire ainsi. Eh bien, comment conclure sur cette question? Oui, on doit tout simplement conclure que la manière dont le monde est configuré aujourd'hui est même un des éléments, un des facteurs qui explique même la prolifération de l'insécurité dans le monde. C'est-à-dire, le monde est schématisé de telle sorte que le terrorisme et l'insécurité soient des éléments même de maintien de ces systèmes-là. Nous sommes tous d'accord ici là que les forces de maintien de la paix sont des instruments utilisés par ces camps dominateurs pour maintenir les camps périphériques. Et pour se rassurer, il faut tout simplement voir comment le monde est structuré. Vous n'allez jamais voir ces forces de maintien de la paix dans certains pays. On trouve ces forces de maintien de la paix dans des pays particuliers. Ce qui montre à suffisance qu'en réalité, c'est un instrument. Le copanéliste a parlé là des monopoles théorisés en sciences politiques. Le monopole militaire, le monopole fiscal et même le monopole linguistique. Ce sont des instruments qu'on appelle techniquement des domaines régaliens de l'État qui ne doivent pas être sous-traités. C'est-à-dire, lorsqu'on veut définir un État souverain, voilà les paramètres, les éléments qu'on met en avant pour dire qu'un État est souverain. Mais vous voyez donc qu'aujourd'hui, la schématisation du monde a fait en sorte que ces domaines régaliens de l'État des pays africains soient embrigadés, soient sous-traités. Conséquence,
les pays africains ne vivent pas pratiquement du point de vue de la réelle politique leur souveraineté. Nous avons jusqu'ici reçu des souverainetés factices, des souverainetés octroyées, dans une moindre mesure des souverainetés politiciennes. Or, il n'y a pas de souveraineté politique sans souveraineté économique, sans souveraineté militaire. Donc aujourd'hui, ce sont les cas des pays comme la Centrafrique, le Mali et le Burkina Faso aujourd'hui sont pour moi des données à voir qui confortent davantage nos analyses ici sur le terrain, qui montrent que c'est la conséquence de la mauvaise configuration du monde. Et sur le plan donc épistémologique, des recherches sont de plus en plus faites là-dessus et je suis en train de travailler là-dessus pour dire qu'en réalité, si nous sommes en train de vivre ce chaos-là, c'est parce que c'est un chaos construit. Nous sommes dans un constructivisme permanent. Et pour mettre fin à ce chaos-là, il faut également procéder à une autre méthode équivalente qui est celle que j'appelle le déconstructivisme. Parce qu'il est important de déconstruire tout ce qui a été construit, tout ce qui cause des conséquences négatives aujourd'hui au continent africain pour pouvoir espérer, d'accord, la paix et la sécurité des États, pour pouvoir espérer le développement des États africains. Et la participation donc de la création de ce déconstructivisme-là doit être le problème de tous les Africains, de tous les politiques. Il faudrait que les Africains travaillent dans un même sens, parlent avec unanimité et univocité, parce que l'un des problèmes également du continent africain, c'est que nous avons des pions, nous avons des infiltrés. Chaque fois qu'un Africain tombe à travers une arme, ce n'est pas le blanc qui vient tuer l'Africain, c'est toujours un Africain qui tue un autre Africain. Donc il est important que les responsabilités soient partagées. Même nous, à l'intérieur de l'Afrique, nous avons nos propres responsabilités. Les chefs d'État ont leurs responsabilités. La population, chaque Africain doit prendre conscience dans cette crise de conscience pour comprendre qu'en réalité, le monde aujourd'hui ne tourne pas à leur faveur et qu'il est important de travailler dans un même sens pour que la construction des rapports de force puisse s'établir à l'effet de mettre fin à un tel système exploitatif. Docteur Dalvaris Ngudjo, est-ce qu'on devrait craindre aujourd'hui sur le plan sécuritaire dans le pays quand on sait que voilà, le peuple ne voulait plus de la présence de la MINUSCA, mais peut-être par prudence, l'État de Bangui finit par abdiquer. Est-ce qu'on pourrait craindre un moment où la République centrafricaine tente de réécrire son histoire? Craindre peut-être pas, à mon avis, mais beaucoup de prudence. Parce que notons quand même qu'il y a un certain nombre de faits qui sont déroulés tout au long de ces derniers mois en Centrafrique qui devraient inciter les autorités à être un peu sur le qui-vive. Je n'ai pas besoin de revenir sur les difficultés que l'on a eues avec l'ancienne présidente de la Cour constitutionnelle, notamment sur un projet aussi porteur pour la République centrafricaine, très soutenu par le président, tel que le Sango Koy, dont l'avis de la présidente de la Cour constitutionnelle n'était pas très favorable, notamment la question du mandat présidentiel, dont particulièrement la dame de la Cour constitutionnelle était contre, mais malgré la volonté suprême de la population, parce que n'oublions pas que ce soit les institutions, toutes les institutions sont au service de la population. Et généralement, on prend l'avis de la population, même au niveau d'un référendum. Donc, elle a tout fait pour être contre. N'oublions pas qu'il y a cela à peine quelques semaines, les derniers éléments du contingent français qui étaient en Bangui beaucoup depuis 62 ans. Ils sont quittés. Le décanat qui avait été, je vais dire, attribué de manière arbitraire, entre guillemets, à l'ambassade de France a été repris. Donc, chacun de ces faits est extrêmement important. Donc, dans un contexte comme celui-ci, la menace que les rebelles puissent descendre, je pense que ce n'est pas la peur, mais on devrait être extrêmement prudent. Mais nous devons être extrêmement prudents tout en tenant compte d'un certain nombre d'éléments. Les Nations Unies, pratiquement, sont littéralement dominées, pour ne pas dire contrôlées par les puissances occidentales. Vous avez remarqué qu'il y a cela à peine quelques mois à l'Assemblée générale des Nations Unies, une bonne partie des membres de la délégation russe n'ont pas reçu le visa pour aller là. Je prends hier les gars des Nations Unies, les gars à la délégation russe menée par Sergei Lavrov qui devait partir à Varsovie en Pologne, ils n'ont pas eu les visas pour l'OSCE pratiquement. Je lui dis, si vous voyez ce type de comportement, est-ce que vous pensez qu'on peut faire vraiment confiance à cette organisation? Il y a déjà des débats au niveau stratégique entre Moscou
Pékin et Hanoï et Bombay, ne pas dire Calcutta, les gens pensent déjà créer une autre, soit déplacer le siège des Nations Unies à New York, soit créer une autre organisation pour ne plus fonctionner, puisqu'en réalité, tous les engagements qui avaient été faits par les Américains aujourd'hui ne sont plus respectés. Vous voyez, la plupart des puissances qui ne marchent pas dans le sang des Américains, parfois même l'Iran, beaucoup de pays qui ne marchent pas comme les Américains veulent, on les refuse des visas. Alors qu'en principe, à New York, c'est censé être totalement autonome, totalement indépendant. Je n'ai pas besoin de revenir sur les faits. Vous savez, les soldats dans leur pays prêtent un serment à leur nation. Quand vous êtes soldat, c'est pourquoi quand vous êtes affecté dans une mission des Nations Unies, vous avez le drapeau des Nations Unies sur votre gauche, vous avez tout le drapeau de votre pays sur votre droite. De toute façon, en fait, vous êtes d'abord sur celle de votre pays. C'est pourquoi les éléments qui sont là-bas ne peuvent pas se donner corps et âme pour la vie d'un pays qui n'est pas forcément le leur. Et pour cela, nous avons des cas d'école. Sinon, est-ce qu'aujourd'hui, nous devons être en train d'assister à une opération militaire à l'est de la RDC par le pouvoir congolais, quand il y a les Nations Unies pratiquement là-bas depuis plus de 20 ans, ce n'est pas tolérable. Ça veut dire que pendant 20 ans, les Nations Unies n'ont pas fait le travail là-bas. C'est même la raison pour laquelle l'ancien président, le président Kabila Kabange, avait demandé que les Nations Unies quittent. Vous avez vu, malgré tout ce qu'il a fait pour que les Nations Unies quittent, ils ont forcé à rester. Si les gens sont chez vous, ils disent qu'ils sont en train de donner leur vie pour vous. Ils sont en train de mourir, que papa ne meurt plus pour moi, pas. Et ils disent que non, je vais mourir. Mais c'est pas curieux. Mais on dit qu'on ne veut plus de vous, mais partez. Si vous aimez, rentrez chez vous. Si les gars restent, c'est parce que c'est leurs intérêts. Et tout le monde remarque bien que tout, que ce soit le Kivu, que ce soit toute cette zone-là, elle est exploitée à fond, à contre-temps, par les puissances qui ont un rôle aux Nations Unies et par l'intermédiaire d'un certain nombre de puissances, notamment même de pays, notamment le Rwanda, etc., etc. Donc je vais dire pour ma part que nous, en tant qu'Africains, devons comprendre qu'on ne peut pas faire confiance à ce type d'organisation. Là, on le voit tous les jours. Sinon, est-ce qu'on peut dire que la fois des Nations Unies, par exemple, qui est entre Israël et le Liban, est-ce qu'elle fait son travail? Parce que les avions israéliens violent le ciel libanais pratiquement tous les jours. Les avions israéliens bombardent Damas en Syrie pratiquement tout le temps. Justement, toutes les résolutions qui sont prises, justement, très bien, toutes les décisions qui sont prises par exemple au Conseil de sécurité, est-ce que ça applique à Israël? Jamais. Mais quand c'est nous sur le continent africain, on fait tout. Si, regardons justement la Cour internationale de justice, la CPI. En fait, c'est un des membres des Nations Unies. Mais toutes les nations qui sont membres du Conseil de sécurité refusent d'être jugées par. Mais vous voyez, c'est il y a un État qui a menacé tout un procureur. Oui, les Américains. Oui, justement. De poursuivre même, d'envoyer des forces spéciales. Ils ont ça dans les conditions. Et voilà encore un exemple pour sortir, pour enchérir, docteur. C'est que vous voyez ce qui se passe du côté de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Pourquoi les Nations Unies ne font pas le déplacement des casques bleus de ce côté-là? Jamais. Et pire, vous avez vu que tout le monde était établi que toutes les études de trajectoire, les radars démontraient que c'était les Ukrainiens qui tiraient sur la centrale des Zaporizhzhia. Mais quand parce que là, c'est un détachement des Nations Unies. Quand ils ont mis les yeux ailleurs, ils ont donné l'impression qu'ils n'avaient rien vu. Alors qu'on bombarde là-bas jusqu'à présent. Donc, pour dire que même maintenant, nous sommes très contents. Je crois que je rejoins mon frère Dan pour dire que nous sommes très contents parce que vous, les médias, Manuel, là, vous faites un travail, vous ne pouvez pas mesurer l'ampleur. Vous faites un travail, c'est au-delà des amphis. Parce qu'aux amphis, vous avez 1000 étudiants, je ne sais pas à qui vous parlez. Mais là, vous parlez à des millions de personnes qui sont tellement instruits. Et c'est très important. Et pour sortir, notre ami qui a appelé tout à l'heure, Célie, il demandait pourquoi nous, les amphis, c'est toujours d'autres personnes. En fait, c'est parce qu'en réalité, et ça c'était très dangereux, et ça démontre le caractère perfide des Nations Unies. En fait, c'est parce que lors des accords de Yalta, on avait partagé le monde. Et nous, on nous a pris comme une marchandise, on nous a mis dans l'escarcelle de la France. Mais il faut bien comprendre. Oh, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que nous, en tant que nation sur le continent africain, on a participé aux deux guerres. Et la première et la deuxième. Et nous étions dans le camp des gagnants, c'est-à-dire de ceux qui sont actuellement au pouvoir. Mais curieusement, quand il fallait faire le partage, nous, on ne nous a rien donné, mais on nous a pris comme une marchandise, on a mis dans un panier. C'est pourquoi, en fait, de temps en temps, quand il faut que les résolutions passent, c'est content de passer par la France. Mais on est en train de combattre cela. C'est pourquoi vous avez vu le ministre malien des Affaires étrangères. Clairement, il a dit qu'il a les preuves. Les accusations contre la France, c'est pas fallacieux. Il dit j'ai des preuves, il n'y a pas de problème. Donnez-nous l'occasion de vous montrer. Mais pourquoi la France a refusé? C'est parce qu'ils ne veulent pas voir cela. Et curieusement, vous avez vu que la France traîne le pas. Pourquoi les puissants ne disent rien? Parce que lors des accords de Yalta, il y avait eu un partage du monde. Mais maintenant, les gens sont en train de prendre conscience.
tout le monde a vu, ça fait quelques jours déjà, nous sommes à 8 milliards d'habitants sur la Terre, 2030-2040. Plus de la moitié des habitants seront les Noirs africains et ils devraient tenir compte de ça. Merci infiniment. Siké Doumbé, je crois qu'on en a terminé avec le tour de table. Sauf si tu voulais que je te pose aussi une question. On a terminé avec le tour de table et c'est aussi terminé pour l'international. On gardera la question peut-être pour une autre fois. Donc peut-être se rassurer qu'on n'a plus personne du côté du standard aussi. Oui, je pense que c'est bon avec le standard et simplement rappeler aussi justement que c'est aussi grâce à vous, docteur Goudjou, que effectivement s'effectue cette conscientisation de la masse parce qu'au côté des médias, on a effectivement des personnes comme vous, comme le docteur Sango, comme Abdoul Dam, qui conscientisaient justement cette population, ce peuple africain aujourd'hui à l'école, on aime le dire, du panafricanisme. En tout cas, voilà donc, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette autre édition de l'International. C'était un plaisir de le partager avec vous, Bégoudé, Madone, également à nos invités. Malheureusement, on n'a pas pu poursuivre avec Monsieur Nestor Podassé. En tout cas, merci quand même pour, malgré l'agenda chargé, vous avez tenu tout de même à partager ces quelques minutes avec nous. On va conclure. On dit au revoir à nos téléspectateurs. Eh bien, on vous souhaite de rester bien sûr sur les programmes de For You Media Africa et rendez-vous samedi prochain, même heure, pour un nouveau débat panafricain.